What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. Votre boy J7. Votre boy le podcast. So we back at it. Épisode 73. You know. Toujours dans le même endroit. Toujours dans le Hidden Showroom. Prenez votre rendez-vous avec Bodo si vous voulez les meilleures lunettes en ville. You gotta give him a call, man. Yes, sir. Big shout out à la famille de Smoke Sagnol Kanessa Take. Ooh, oui. Always got us right. Every week, man. Oubliez pas de checker les concours sur leur page Facebook. Smoke Signals sur Facebook. Des concours à chaque semaine. Yes, sir. La famille est très, très généreuse. Allez les voir. Smoke Signals 100%. Kanessa Take. Et bien sûr, vous le connaissez déjà. Big shout out à Rare Drink, situé au 2150 Rachel Est. Vous voulez les meilleures boissons exotiques, vous voulez quelque chose que vous ne trouvez nulle part ailleurs, allez les voir. Rare Drink, yes sir. Exotic Life, man. Yeah, man. So, yo, vous savez comment qu'on fait ça chaque semaine au podcast, man. Des invités de taille, des grandes pointures dans la game. Puis cette semaine, c'est pas différent, bro. Définitivement. Cette semaine, c'est quelqu'un que je l'appellerais un humble giant. Parce qu'il est très humble, il est low-key dans la game, mais... Une force tranquille. Ouais, puis il stack des plaques, ça fait des années, puis il a un track record vraiment pour pouvoir brag. Je parle du seul et unique Khujo dans la place. What up, bro? Merci les gars, merci de me recevoir. C'est la moindre des choses, man. Plaisir. Quelle introduction, c'est. Yo, ça fait plaisir, bro. You know, just giving credit where it's due, bro. Pas le choix. Big shout out au Talk for Talk qui a eu organisé par Hit Story. Puis ça faisait une couple de fois, puis J7 et moi, on voulait t'avoir sur l'épisode, puis c'est toujours une bonne question de timing. Puis je t'ai entendu parler, bro. Puis j'ai dit, je suis tellement content qu'on l'ait booké parce que à t'entendre parler de la game, comment tu vulgarises ça, je me suis dit, OK, that's somebody we need to... C'est quelqu'un qu'on a besoin d'entendre, là. 100%, man. Ça fait plaisir que tu viennes, man. So, I mean, on va commencer direct dedans. T'as participé sur le projet Culture qui vient de drop. T'as-tu produit plus que... Combien de tracks t'as produit sur le projet? J'ai produit un beat, le beat Culture. OK. Puis j'ai un compositeur avec qui je travaille dans mon label, qui s'appelle Care. Qui a produit 3 titres aussi sur l'album. K-H-E-I-R. C'est un Youngin, ça. Exactement, ouais. Il a 17 ans, très gros producer. Pour moi, je trouve que c'est le meilleur actuellement en ville, là, dans le fond. OK, nice. Ça, c'est comme ton protégé, là, en ce moment. Protégé. Je travaille avec lui dans mon label qui s'appelle PS23. Donc, Psalm 23. Exactly. We're gonna get into that. Exact. Mais OK, c'est dope, ça. Puis j'ai vu aussi que t'as fait la direction artistique, je pense, du clip... Jenny No Shri, ça se peut-tu? Ouais, écoute, tout ça, c'est évidemment Culture. Hein. Culture a travaillé un très gros projet avec le clip et puis l'album. Yeah. Donner quelques idées, mais le crédit revient vraiment à l'équipe de Culture et puis aux artistes. Humble giant, I told you he's a humble giant. Aussi, il y a Missa avec qui tu travailles depuis longtemps. Il est passé à l'émission récemment pour parler de son projet Freestyle Friday. Ça, c'est le dernier, j'imagine, un autre release sur quoi tu as travaillé récemment. Exactement. Quelle est la réception? Est-ce que tout va de la façon que vous voulez? Ouais, la réception est très bonne. L'album, c'est un petit EP, 3 titres, Freestyle Friday. Donc, en référence au concept de Freestyle Friday que Missa avait fait, où il reprenait des titres du rap keb. Donc, Missa, ça fait quoi? Ça fait 13 ans. Je pense que je travaille avec lui. C'est fou, hein? Depuis qu'il a 12, 13 ans, dans le fond. Donc, c'est quelqu'un qui est très fort. 100%. Puis, je crois en lui. Puis, je pense qu'on peut faire des grandes choses avec lui. C'est dope. C'est dope de voir des music relationships comme ça qui durent plus que 10 ans. Là. C'est quand même spécial. Ça devient plus que la musique, anyways, éventuellement. Ouais, mais ça devient plus que la musique. Mais honnêtement, je donne le crédit à Missa parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui auraient comme feel some kind of way et puis je veux faire autre chose. Donc, merci pour ça, pour la confiance parce que c'est long. Les gens le voient, 12 ans, c'est long, mais évidemment, c'est du travail qui est fait. Puis toi, avec le travail que tu fais, tu as produit quand même pour des grands noms. Tu sais, we're gonna get into it, puis tout. Tu sais, est-ce que les gens pour qui tu produces, est-ce que tu les exposes un peu à la scène québécoise, aux artistes d'ici, ou est-ce que tu es plus comme non, quand je travaille avec des artistes là-bas, c'est business, c'est mes beats, that's it? Non, honnêtement, je les expose, surtout les rappeurs français. Moi, je crois fortement que beaucoup de
de slang dans le rap français d'aujourd'hui vient de Montréal. Il y a beaucoup d'éléments, t'entends, tu vois ce que je veux dire. C'est des choses qui viennent d'ici parce que c'est une sorte d'anglicisme en fait. Mais ça, c'est des choses auxquelles j'introduisais beaucoup de grands rappeurs. Là. Je leur faisais voir juste l'argot, juste la manière dont je parlais avec eux, que je prenais du rap d'ici, ils se disaient « Ah ouais, comment vous dites ça vous? Ah oui, ok, intéressant. » Fait que il y a plein de termes comme ça, ça va, même des termes comme ça va devenir vrai dans cette pièce du roi. C'est des choses qui ont été reprises dans du rap français. Fait que je crois que Montréal et le rap québécois a beaucoup influencé le slang du rap français qui se fait aujourd'hui. Ils ne réalisent pas, mais quand on écoute bien, vous allez voir qu'ils sont plus libérés dans la manière de parler c'est vrai que c'était plus fermé. C'était plus français. Ouais. Alors que là, c'est un peu plus. C'est ça, tu vois, ils sont plus ouverts aux slangs différents. C'est plus décontracté. Exactement. C'est vrai, ça. Onze, il a dit tantôt que tu es quelqu'un qui, quand même, connaît bien la business, le music business, ou par rapport à comment tu parlais sur le live l'autre fois. Étant quelqu'un qui est dans la game à Montréal, au Québec, depuis quand même un bon moment, comment que tu vois la business, le côté business en ce moment, en 2021? Est-ce que on est où est-ce qu'on devrait être? Est-ce que c'est on point? Est-ce que ça pourrait être mieux? Moi, je crois que là où on est actuellement, c'est très bien. On voit les projets qui sortent chaque semaine. En fait, artistiquement, c'est très bon ce qui se fait à Montréal. Les artistes sont de plus en plus professionnels. Ils ont un management, ils ont une équipe, ils ont des beaux clips, ils ont des bons textes, ils ont un roll-out qui est incroyable quand ils releasent leur album. Honnêtement, le fait que c'est super bon. Côté médias, il y a plein de médias qui font un bon travail. Shout out à vous, vous faites un gros travail aussi, et plein d'autres médias aussi. Donc ça, évidemment, c'est super intéressant. Et il y a le public qui répond bien. Quand des artistes sont capables de remplir le Club Soda, ou des salles comme le MTLUS, ça veut dire qu'il y a une demande. Donc moi, je pense qu'on est à un très, très bon endroit actuellement. Il faut continuer à pousser. Il faut continuer à pousser l'artistique, il faut continuer à pousser le côté business. Moi, je crois beaucoup que les artistes devraient se considérer comme des entreprises, en fait. Donc, souvent, quand je parle à un artiste, je lui dis, c'est quoi ta mission? C'est quoi ta vision? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi ta proposition de valeur? C'est des choses que si on part en affaires aujourd'hui, on va se poser ces questions. Mais les artistes ne se posent pas forcément ces questions. C'est intuitif. Mais à se poser ces questions, ça te permet de savoir qu'est-ce que tu veux être, qu'est-ce que tu ne veux pas être, puis tu es capable de mieux l'expliquer à ton public. Donc, je crois que c'est des choses qu'il faut continuer à faire artistiquement ici. Là. That's a good breakdown right there. Et où t'as appris ça? Genre, on va continuer sur le game, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens peut-être qu'ils apprennent à découvrir, ils sont comme eux, ils parlent bien et tout, mais c'est peut-être un peu d'où t'es venu ce love peut-être pour la business ou pour la musique? Trois choses. Okay. Un, j'aime beaucoup lire. Okay, j'aime lire, donc j'aime lire des choses puis m'informer, m'instruire. Ça c'est un. Deux, je m'estime privilégié d'avoir comme musicalement grandi milieu des années 2000, ce qu'on a appelé la crise de la musique. Okay? Donc, il n'y avait pas de stream, puis les CD ne se vendaient plus. Ouais, puis tout le monde la période weird un peu. Exact. Tout le monde était sur LimeWire, tout le monde était sur Emule, tout le monde était sur Napster. Right? Ouais. Mais c'est une période où les gens cherchaient vraiment l'équation. Et j'ai été privilégié en fait d'être dans cette période et d'apprendre des gens qui essayaient de trouver l'équation. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont des chefs d'entreprise de musique, Rex 118 et puis des gros labels qui produisent. Mais c'est là que ceux qui sont sortis de cette époque avec la bonne équation, ils gagnent aujourd'hui parce que ils ont appris des choses, ils ont compris comment les choses fonctionnent. Donc ça c'est la deuxième raison. Puis la troisième chose, c'est pour moi j'aime l'école, donc je suis retourné aux études, faire un MBA, nice. et dans mon MBA j'ai fait 5 projets sur le rap. Wow. Dans le MBA, right? T'as des gens qui viennent de Hydro-Québec, moi je parle de rap, mais ils capotent tous. Tu vois, le dernier projet qu'on a fait sur le rap pour finir le MBA, ça a eu la meilleure noute, tu vois. Et c'est sur le rap keb, tu vois. Donc, c'est quoi le presentation que tu fais, genre il y a plusieurs présentations qu'on a fait. Une des
présentation qu'on avait fait, un des travaux qu'on avait fait, c'était un travail sur la gestion des processus. Donc, on a créé comme des processus pour développer un artiste. Right? Wow! Donc, le cours, c'est gestion des processus. Si vous avez fait votre bac à l'UQAM ou à HEC, vous savez. Shout out to all the scholars. Bien sûr, man. Fait qu'on l'a appliqué à comment tu développes un artiste. Puis toi, c'est dope parce que tu utilises, dans le fond, le knowledge que tu apprends à l'école sur ton side hustle ou ton main hustle. I don't know what's the main hustle anymore, mais c'est des bons hustles des deux côtés. Mais ça doit être tellement super d'être dans une époque où tu vas à l'école pour travailler quelque chose qui est ta passion, qui est là. Je pense que la mentalité, c'est... Mais c'est une décision aussi. Parce que j'aurais pu décider de travailler sur Supermarché Métro ou IGA. Tu vas faire un projet sur je sais pas quoi, tu vois. Donc, c'est une décision aussi de... T'es dans la classe, puis, OK, c'est un MBA ou... OK, je vais comme me conformer ou je vais comme avoir du fun et puis amener les gens vers... Ben ouais, c'est dope. Right. C'est ça, c'est une décision, tu la prends, puis les gens triplent parce qu'ils se disent, oh, OK, le rap, j'ai jamais su que MBA puis rap peuvent comme... Ben ouais. Puis... Ils sont dans le groupe avec toi, puis finalement, ils tripent, puis ils découvrent les artistes aussi. Donc, je crois, avec humilité, là, c'est les trois choses qui me permettent de me garder... c'est intéressant que tu dis comme la lecture, puis que t'aimes apprendre, ces genres de choses-là, puis même la façon que tu parles de quelle période t'es rentré dans le game, c'est comme quelqu'un qui est stratégique, qui analyse, you know what I mean? Like, you go deeper than just, je suis bon, je fais des beats, what's next? Tu comprends ce que je veux dire? Puis je pense... Ça doit être une des clés de ton succès, non? Comme to get where you got, parce que t'es quand même quelqu'un qui se démarque là, des producers au Québec. Bah oui, c'est certainement la clé du succès. Mais il y a d'autres choses aussi. Je crois que dans la musique, il y a le travail. Ouais. Il y a le travail. Il y a c'est pas la chance, c'est pas le timing, c'est un mélange de... Oui, c'est un mélange de tout. Être au bon moment, à la bonne place, pour avoir les bonnes personnes avec toi aussi. Puis savoir saisir les opportunités aussi, savoir ce quoi qui se présente à nous. Hein. On peut tous regarder à la même place, mais pas voir les mêmes choses. Exactement. 100%. Donc, 100%, mais c'est... Tu sais, tu sembles être quelqu'un quand même qui a toujours été bien entouré. You're always around the right people. Chaque fois que je vois des photos IG, je vois Kujo. Oh, Kujo, ben, on est là. Oh, Kujo est là. Oh, OK. On est la moyenne de notre entourage hein, aussi. Non, mais c'est dope. C'est dope de voir, tu sais. C'est dope de voir que t'as continué le grind. Oui, je voulais revenir. T'as parlé d'une certaine époque où la game se cherchait. Est-ce qu'on parle peut-être des années, quoi, 2006, 2007 Honnêtement, je te dirais, c'est après le 50 Kanye, tu vois. Après le 50 Kanye, selon moi, hein, des gens vont te dire après là, mais 2007 jusqu'à peut-être 2012, 2013. Okay. Et tu faisais quoi, toi, exactement à cette période-là? T'étais où et c'est quoi que tu faisais? Honnêtement, j'avais continué à placer des beats. Donc, je plaçais des prods sur des projets, du rap français. OK, fait que t'étais déjà en train de placer en 2000. J'ai commencé en 2005. Donc, premier placement, c'était pour Kerry James. International en tout cas, parce qu'ici j'avais déjà fait un peu mes classes aussi. OK, mais Triple Impact, c'était avant tout ça? Triple Impact, c'était avant. OK, parce que moi, Kujo, il y avait des bars, right? I'm just saying. Triple Impact, c'était avant, c'était mon groupe. Shout out Schizo, Jeune Skiz, shout out Morak. On avait un groupe à Montréal. Et honnêtement, même avec ce groupe, on était déjà dans un hustle. On parlait de Master P. Je me rappelle, on avait fait notre mixtape en 2004. Puis on avait imprimé 500 copies, on l'avait vendu dans la rue. Ben ouais, man. De 1 jusqu'à 500. 100%. C'est comme ça, back in the days. Exactement, c'est ça. On se promenait avec la musique, puis on rencontrait quelqu'un, on dit donne-nous un chiffre de 1 à 17. Puis il donnait le chiffre, puis on rappait la chanson. Right. Dope. I love it. Ça, c'est comme le New York hustle. Exactly. On croyait, d'ailleurs, on a fait beaucoup de rencontres comme ça. Et si j'ai commencé à produire à l'international, c'est venu de ces rencontres. C'est des gens qui ont rencontré, des gens qui sont venus ici en concert avec un groupe qui s'appelait Troisième Œil, à l'ancienne. OK, mais c'est ça, l'histoire de Troisième Œil. Moi, dans ce temps-là, j'avais collab avec eux quand ils étaient là à Montréal, dans ces années-là. Puis je sais qu'il y avait un squad avec eux. Là. Ils étaient descendus quand même une bonne clique. Puis il y avait un management, sécurité. Shout out à toute la gang qui était là, les DJ, tout le monde. So, c'est vraiment là que t'as le link avec Troisième Œil. Il y a une personne là-dedans qui était là, qui vient de Paris, lui, il vient même pas de Marseille. OK. Qui voulait fumer.
finalement, il s'est retrouvé sur mon étage avec un groupe avec qui on travaillait, qui s'appelait La Préfecture. Ils ont passé la soirée à fumer. On est en 2004. Et là, fumant, ils partagent le rap, sa freestyle. Et là, il leur dit, j'ai envie de partir un publishing company, une compagnie d'édition. Et là, il dit, je veux signer un producer. Et là, les gars avec qui je faisais tous leurs beats, ils ont dit, mais on a un producer sur l'étage, 8e étage. Et qu'ils sont venus cogner, j'étais pas là. Puis le gars m'a laissé son numéro. Puis une semaine après, je l'ai appelé. À l'époque où tu devais aller acheter une carte, right? Pour appeler à l'international. Oui. Ensuite, on s'est capté sur MSN. Puis j'envoyais des beats sur MSN. Wow. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à placer. Puis c'est lui qui t'a placé tes premiers beats. Exactement. Fait que lui, il a placé les premiers beats, shout out Elapse. Et d'ailleurs... Eclipse Eclipse Time, ouais. Eclipse Time, ouais. Hey, had dreads back in the days. Wow, shout out. Elapse, OK. Chris, ouais. Tous les gros producers dans le rap français aujourd'hui, c'est lui qui les a signés. Really? Tous. And il était sur ça back in the days aussi? Exactement. Wow. Ouais. Fait que c'est comme ça qu'on a commencé à placer. On a placé le premier, c'était Kerry James. Puis ensuite, le mot s'est vite passé dans le rap français. Puis... Fait que, ouais. Donc... Puis les plaques se sont stack. Exactement. La suite logique, si tu fais Kerry James, t'as Ruff. Ouais. Donc, c'est aussi grâce Exactement, ouais. Kerry James prend une prod, il sort la prod, là, tout le monde se dit « Oh, c'est qui, Kujo, nanani, nanana. Ouais, c'est un producer à Montréal. » Puis, il fantasme un peu sur Montréal. « Oh, c'est pas la France, c'est pas les États-Unis, c'est un mélange des deux. Ouais. Ils doivent avoir quelque chose qu'on n'a pas, right? » So Ruff nous a hit up. Il a pris un beat. Et le premier beat que j'ai fait pour Ruff, c'était la chanson thème du jeu vidéo Scarface. Ouais, je me rappelle de cette vidéo-là, bro. OK. Ça, c'était avant son temps, ce truc-là. Ça, c'est dans tes premiers placements. Pour Ruff, ouais. En synchro, c'est ce qu'on appelle une synchro. Ouais. Donc, tu places un beat pour c'est des fun synchro, ça. Big Bag Alert. Ouais, c'est Big Bag Alert, là, de l'argent de là. OK. Shit, OK, c'est nice, ça. Fait que c'est vraiment, literally, un plug qui a aidé à ouvrir la porte. Puis bon. Puis surtout dans ces années-là, je me rappelle quand même que c'était quand même un... tu sais, c'était... Les producers were starting to blow up. En tout cas, aux States, dans ces années-là, c'était vraiment comme Pharrell, Neptunes, Little John. Tout le monde avait vraiment leur sauce. Fait que j'imagine que ça l'a dû aider, que tout le monde voulait la sauce Kujo. Et j'avais un son différent parce que moi, je travaillais avec Fruity Loops, qu'on appelle FL aujourd'hui. Bien sûr, ouais. Tu vois? Donc, en 2005-2006, on était sur FL 4. Tu vois, moi, j'ai commencé avec FL 2. Aujourd'hui, on a FL 21. Right? FL 20, FL 21. Donc, mais à l'époque, évidemment, quand tu as un producteur, on te demande toujours, tu travailles avec quoi, right? Ouais. Et là, tu dis Fruity Loops, les gens riaient de moi, right? Ils étaient comme, c'est pour les amateurs. Moi, je suis sur Reason. Moi, je suis sur... Tu faisais des gros... Moi, je suis sur Pro Tools. Aujourd'hui, tout le monde est sur FL, right? Tout le monde est sur Fruity Loops. Facts. Parce que FL avait un son différent de tous les autres, en fait. Donc, ça se sentait, il y avait une compression pour les techniciens, là, ils savent c'est quoi, qui était différente des autres logiciels. Really? Donc, et ça donne une couleur différente. Il y a plein de prods que j'ai placés qui ont même jamais été mixés. Là. En fait, on n'a jamais sorti les pistes. C'est arrivé tel quel, boum. Le mix est meilleur que tout ce que les ingénieurs américains ont fait. Wow. On le garde tel quel, l'enfant. Avec, C'est-tu un Fruity Loop sponsorship qui se passe en ce moment? C'est juste que... Mais honnêtement, je connaissais le fondateur, président, mais il a vendu en 2010. Parce qu'à l'époque, tu n'avais pas les tutoriels pour savoir comment faire quelque chose. Comment ça doit valoir maintenant. Il a vendu pour... Ça, c'était un gars de où, juste comme ça, par curiosité? Il vient de LA. Il vient de LA. Mais ouais, il a vendu, puis on n'a plus jamais de cette nouvelle. Ah ouais. Ciao. I'm sure he's good. Shout out to him. Mais Blessings du podcast, que si jamais, you know what I'm saying? Always looking for sponsors. Mais à l'époque, quand tu voulais avoir du knowledge sur un logiciel, c'était dans les forums. Ouais. Donc, tu allais dans les forums, puis tu avais comme des gens qui laissaient des gems, qui droppaient des knowledge, puis il était là-dedans. Donc, moi, je l'ai rencontré sur les forums en 2001, 2002. Donc, c'est fou, pareil, man. T'as placé aussi pour Booba, du beef. Ouais, B2O, ouais.
Ça devait être une belle époque aussi pour placer pour B2O. Ouais, c'est arrivé tout juste après le placement pour Off. Donc, le nom a commencé à buzz à Paris et en France. Donc, on a eu l'opportunité de placer pour Booba, du Bif. Qui est quand même, si vous écoutez la prod, c'est la première fois qu'une prod était aussi lente dans le rap français. La première, c'est 70 BPM. Tu vois. À l'époque, 70 BPM, c'était lent. Et en fait, c'est 140 BPM, mais c'est parce que FL vient par défaut à 140 BPM. Wow. Donc, aujourd'hui, tout le monde est à 140, 130. La drill, c'est 140, là, dans le fond. Parce que le jeune qui a FL, c'est le tempo qu'on lui donne. Right? Donc, il va pas plus loin, tu vois. Il commence et puis... That's crazy, man. C'est fou. Mais c'était comment il s'appelle? Mac Taylor avait fait un peu lent dans le trap un peu, 2006, mais c'est la première fois qu'un gros artiste est arrivé à quelque chose de lent. Donc c'était précurseur à 09 qui était quand même très trap comme album. Aujourd'hui, en tant que producer, est-ce que tu penses que, comme tu sais, là tu parles, tu avais Free Loops dans le temps, puis c'était considéré comme un beginner thing. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, c'est important? Qu'est-ce que tu utilises, genre, encore? Non, hein? Regarde, je lisais hier le beat de ASAP. J'oublie le nom là. Je sais pas c'est réel, mais je suis en train de mettre là. C'est pas Goldie. Non, c'est pas Goldie. Mais bref, il a fait avec Skepta. C'est Skepta qui a fait le beat, puis Skepta, il a utilisé un loop de GarageBand. C'est fait à GarageBand, tu vois. Donc aujourd'hui, là, regarde, quand c'est lourd, c'est lourd. Quand c'est bon, là, tu vois. Mais surtout, c'est tout dans l'ordi maintenant. Oui. Comme... Quand c'est bon, c'est bon. Moi, je pense que tout est ici, tu vois. Quand tu l'as et que tu crées... Praise the Lord. Praise the Lord, voilà. Et ça, Praise the Lord. Il a pris le son qui venait avec le logiciel, tu vois. Un des sons, là. Une flûte des Andes, tu vois, avec... C'est comme il disait Swiss Beats back in the days, il prenait des affaires de Casio. Ouais, exactement. Yo, Soulja Boy, bro. Soulja. Soulja, c'est FL. C'est les sons de FL classiques, tu vois. C'est pas casser la tête. Puis lui, il va te le dire que c'est ça. Big Draco, c'est le premier à avoir utilisé FL, tu vois. First to ever do anything. Si un jeune producer là, qui arrive, là, le premier conseil que tu donnerais, ça serait quoi? Travailler. Faire des prods tous les jours. En faire 2, 3, 4, 5 tous les jours. Moi, de 2000 à 2013, j'ai fait une prod par jour. Tu vois, un beat par jour. Tu vois, non-stop. C'est fou, non-stop. Donc, toujours. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tombe pas en amour avec ton beat. Tu vois? 100%. Like, don't hang on to it, genre. Tu le fais, c'est pour que les gens l'entendent, tu vois. C'est pour que les rappeurs rappent dessus. C'est let it go, let it fly. Il y a beaucoup le syndrome, même avec des artistes, surtout back in the days, de genre, cette chanson-là, je vais la garder de côté, ou ce beat-là, non, celui-là, je le vends pas. Puis tout le temps comme en espérant, je sais pas s'ils pensaient qu'elle allait s'asseoir avec des lits, genre. Ta meilleure chanson ou ta meilleure prod, tu l'as même pas encore fait. Ouais. Tu vas la faire plus tard, tu vois. Ouais. Donc, let it fly. Balance-le. Let's go, tu vois, parce que c'est comme ça que même que toi, tu vas devenir meilleur. Lui pose dessus, donne du feedback, non, lui, non. T'es en studio, tu viens de passer 20 beats, il a rien choisi. Ok, ça vient de chercher, là, tu vois. Tu retournes et puis tu grindes. Donc, faut que tu let loose, tu vois. Faut pas que tu tombes trop en amour avec ton produit. Ça c'est la deuxième chose. Et troisième chose, c'est vraiment... paperwork, tu vois, assure-toi que tu es inscrit dans les compagnies de droits d'auteur, instruis-toi, parce qu'il y a beaucoup de producers qui vont avoir une discussion qui n'est même pas la bonne, en fait, tu vois. Qu'est-ce que tu veux dire? Exemple, ils vont dire, ouais, ben là, c'est combien de streams, c'est combien de ci, c'est combien de ça, alors qu'ils ne sont même pas inscrits, ils n'ont même pas déposé la chanson à la SOCAN, par exemple. Okay, right? Faut avoir les bonnes discussions. En fait, il faut faire la bonne lecture pour savoir qu'est-ce qui te revient aussi. Mais c'est vraiment les trois choses. Mais après, honnêtement, j'ai dit tout ça, mais have fun aussi, tu vois. Ouais. S'amuser. Parce qu'à la fin de la journée, c'est il faut durable, que tu t'amuses. Puis c'est sûr que tu vas t'amuser. If you're doing that, if you're passionate, c'est sûr. Mais c'est important de garder ces gems-là que tu viens de drop. Parce que c'est vraiment des gems de...
être productif, let it fly, man, all this thing, and learn about the business, man. Exactly. Couldn't have said it better, man. Et à travers tout ça, est-ce que tu es autodidacte? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a montré comment c'est... Ouais, j'ai appris tout seul. Comme je t'ai dit, c'est un peu sur les forums, comment ça marche. Moi, je viens d'une famille pauvre. Plus tard, dans mon adolescence, mon père a eu des bonnes situations. Donc, mais on est venu quand même du gars, là, tu vois, on est venu du trou. Donc, quand on a une bonne situation familiale et ma mère ne voulait pas qu'on sorte. Nous, on est 6 dans notre famille, right? So, nice. Il faut un régime qui contrôle un peu, tu vois. Fait qu'on est 4 garçons, donc ma mère elle préférait qu'on reste à la maison au lieu d'aller vagabonder. Mais comment tu le fais? Donc, elle nous a dit, écoute, vous pouvez me demander tout ce que vous voulez. Mais vous restez. Tout, et je vous le donne. Soit en 98, moi, je lui ai demandé Internet. Ouais. Yo, you're always ahead of your time, man. C'est bon, ça. J'ai demandé Internet, et en Afrique, ça coûtait 400 US par mois. Wow. Mais elle a dit, OK, c'est bon. Si c'est ça que ça prend, évidemment, Internet te garde à la maison, right? So finalement, c'est comme ça que j'ai appris. J'ai commencé à faire des sites web. J'ai découvert l'album de DMX, 98, 2 albums back-to-back. Découvert que tu pouvais comme faire des beats, mais je loupais à la base. Je prenais des samples, puis je les loupais. Puis après, j'ai commencé. Fait que j'ai appris moi-même. Puis après, OK, fait que ça, c'était back home. Back home. Au Togo. Non, ça, c'est pas au Togo. Moi, je suis né au Togo, mais à 15 ans, mes parents ont déménagé au Kenya. Oh, OK. Fait que là, on est au Kenya, puis on demande Internet, puis... et du Kenya, je suis venu ici. Fait que j'ai fait mon high school au Kenya. Wow, OK. T'es arrivé à Montréal en quelle année? En 2000. En 2000, right around that time. Fait que là, ça faisait une couple d'années que tu faisais des beats. Ouais, ça faisait 2 ans déjà, 2 ans et demi que je faisais des beats. Pour les gars du high school, c'est moi qui composais. Mais c'était cool, honnêtement. Ma mère a eu la meilleure stratégie parce que tous les gars étaient chez moi. Ils venaient chiller chez vous. C'est ça que tous les parents veulent. Tu es tout ici à la maison. Pas besoin d'aller. Reste ici. Amène tes amis ici. Donc, c'est quoi? T'étudiais, puis en même temps, tu faisais du beat? Exactement, ouais. J'allais à l'université. J'étais à McGill. Puis je faisais mes beats. Et puis en arrivant ici à Montréal, comment parce que tu sais, t'as quand même vu l'évolution. On parlait de culture, puis là, il y a culture, il y a 11MTL, il y a rap politique, il y a HHQC, il y a toutes ces affaires-là. T'as quand même vu l'évolution, même du côté média, du côté structure, puis tout. Comment tu voyais ça quand t'es arrivé à Montréal? Moi honnêtement, je voyais ça gros, et c'était gros. Parce que moi, j'habitais dans le ghetto de McGill, right? Dans le Res, pour ceux qui connaissent. CKUT. Exactly. On allait freestyler au CKUT tout le temps, là. Tu vois, on allait au basement là-bas, puis on freestylait. Mais j'habitais dans le ghetto de McGill et je me promenais l'été, puis je vois des gars rassemblés devant une maison. Je pense que Hutchinson, mais c'était le studio de Ray Ray. Wow, OK. Et sa mère était là, puis je pense, honnêtement, j'ai l'impression, est-ce qu'il y avait MOP ou Guru? Il y avait comme des rappeurs américains qui étaient là. Guru, peut-être. C'est ça. Ouais. Et moi, j'étais comme, bon, c'est quoi qui se passe? Fait que je me suis arrêté, puis j'ai comme discuté avec eux. Estrat est togolais, right? So, je me suis présenté, puis je fais des beats. Là, Ray Ray m'a fait écouter ses gros beats avec les grosses machines. J'étais comme, OK, il faut que je retourne à la maison. Il avait le triton de Dr. Dre. J'étais comme, OK, c'est bon, je te fais pas écouter. Moi, je vois. Mais c'était gros. Pour moi, c'était gros. Mais même avant de venir, j'avais déjà entendu parler de Rain Man sur des compilations de rap français. Wow, trop dope. Donc pour moi, c'était quand même gros de les voir. Puis ensuite, ils m'ont invité au clip qu'ils avaient fait avec Sans Pression. Je pense que c'est Sans Pression avec les architectes. Sur le basketball court. Exact, avec OL1KU. Classique. Et j'étais là. Pour moi, travaillais avec OL1KU aussi. Plus tard. Okay. Largement plus tard. Donc pour moi, c'était gros. Les festivals, c'était comme... Et c'était gros, là. C'était des grosses productions à l'époque. C'est vrai que c'était dans le pic des années de Sans Pression. Exactement. Ça, c'était un peu le crew. Honnêtement, pour moi, c'était gros. Fait de voir l'évolution
aujourd'hui, ce que je trouve super bon, c'est qu'il y a beaucoup de gens de cette époque encore qui ont carry la torche et tout. Ouais. Mais il y a des youngins qui sont là et qui font des très, très grosses choses aussi. Il y a des propriétaires de labels qui viennent de ces époques aussi, là, dans le fond, aujourd'hui. Donc, je pense que c'était une très bonne école de formation. Puis moi je trouvais ça incroyable, le rap ici. Shit, c'est dope, pareil que tu te promènes dans la rue, puis hey, Ray, oh shit, stratège, oh, guru, comme direct, tu sais, en arrivant. Puis après, j'ai fait mon éducation, j'ai écouté Sans Pression, j'ai écouté les succès commerciaux comme Dubmatique. Ouais. J'ai écouté, j'avais des amis à Québec, donc je suis parti voir la scène à Québec aussi, qui était très hip-hop. Ouais. T'as collab avec les Limoilou Stars. Exactement, aussi, je vois, shout out GLD. Fait que ça m'a ouvert les yeux qu'il y avait quelque chose d'intéressant. C'est là que j'ai rencontré la première fois Soulja, tu vois, à Limoilou. OK. À l'époque et tout. Early on. On parle de quelle année, vite fait, là? J'allais à Québec de 2003 jusqu'à maintenant, là, j'y vais toujours. Mais Soulja, je l'ai rencontré vers 2006. 2006-2007. Ouais, c'est des early days, là. C'est cool. Donc, t'es là, tu fais ton hustle de producteur, de beatmaker. Là, t'as ton boy qui te place avec des connexions en France, Troisième œil. Ça se rend à Kerry James. Là, tu retombes avec Rof. Ça hit le disque de platine. Ta vie commence un peu à changer, je présume. You could tell from that smile right there. Mais je vais juste pas... J'ai peur d'avoir manqué des... Non. Mais il y a des choses qui se passent. Après Kerry, après Rof, qui sont des chansons, je travaille sur l'album de Mafia Kinfree. Qui pour moi est c'est comme si t'es fan de Wu-Tang. En 95, 96 ou 94, puis tu viens à produire la moitié de leur album, genre, tu vois. C'est à ce point. Tu as produit la moitié de l'album? Ou c'est comme si t'es fan de... Je vais donner un groupe actuel, là. C'est comme si t'es fan de Cactus Jack ou A$AP Mob, et puis finalement, tu finis par produire pour... Bref, pour moi, c'est incroyable. Avec Rimka, 113, Kerry. Fait que je produis l'album jusqu'à la mort, tu vois. Jusqu'à la moitié. Donc, pour moi, c'est une expérience incroyable de travailler avec ces gens. Et par la suite, je vais faire plein de titres. Je fais le Du Bif de Booba, je fais une chanson avec Soprano et Iqbal qui s'appelle J'étais comme eux, qui est la chanson qui a marché, qui a généré le plus de revenus. Parce que ça joue à la radio tout le temps, sur Skyrock et même sur Énergie. Tout ça, c'est à distance. Tout ça, c'est à distance. Je ne suis pas encore allé en France. Là, on est 2007, on est en 2007-2008. Et là, je commence à travailler sur la mixtape de Rof qui s'appelle Le Cauchemar du rap français. Ouais, bien sûr. Qui est sorti. Et là, Rof se fait mêler dans... Voilà, il y a des histoires dans la rue. Boum, boum. Là, il se fait emprisonner en 2007. En juillet 2007. À pareil moment, il y a une situation dans la rue, pour ceux qui connaissent. Finalement, bon, la police vient le chercher. Puis il va en prison. Là, je me dis, c'est à l'eau, right? Finalement, on sort la mixtape l'été 2007. Pendant qu'il est gone, genre? Pendant qu'il est en prison. Finalement, je lui écris des lettres et tout. C'est la première fois que j'écris des lettres. Toi, t'es comme... I gotta see what's up with these beats. C'est une lettre du Canada. Du Canada qui va à Fleury, tu vois, avec... Et là, dedication, baby. Exact, mais parce qu'on a un album qu'on est en train de préparer, right? What's up, tu vois? Fait que là, je lui dis, c'est quoi qui est chaud ces temps-ci, qu'est-ce qu'il doit écouter? Fait que là, lui, il m'écrit pas, mais finalement, il m'appelle. Shout-out là, tu vois, il m'appelle, right? Donc. Et là, on se parle, OK, d'une manière ou d'une autre. Puis là, je commence à faire des prods à distance. Il écoute, il donne des consignes, il me donne des références. Puis c'est super cool de travailler avec Rof parce qu'il donne des références, il dit, écoute, va écouter l'album de Dog Pound, la chanson 13, à la 1 minute 27, prends ce snare. Fait que même comme un producteur, là, t'es comme, OK. Fait qu'évidemment, avant que t'arrives à la chanson, t'as fait une éducation déjà de, OK, c'est quoi cet album? Pourquoi il le veut? Qu'est-ce qu'il recherche? Et là, ça t'aide à comprendre le mot de l'album. OK, c'est intéressant. Parce qu'il y a des producteurs qui diraient peut-être comme, laisse-moi faire le beat ou whatever, right? Non, c'est... Mais j'avoue que c'est Rof qui t'appelle, qui dit, bro, prends le snare. Très pointu. Très pointu. Mais eux tous, même un B2O aussi, sont très pointus. C'est pas pour rien que
C'est des grands du rap français, là, dans le fond. C'est très pointilleux. Et fait on travaille jour et nuit. Finalement, 50 va faire son concert en décembre à Paris, au Zénith. Mais la salle n'est pas remplie. Elle est remplie à 50%. Il a du mal à vendre des billets. OK. So, keep in mind, 50 vient de sortir de 50, Kanye, et Kanye a comme gagné, right? The Massacre. Commercialement. Ah, non, ça c'est Curtis. Curtis, ouais. Donc, 50 est en chute libre un peu. Shout out 50. Donc, il n'arrive pas à remplir la salle. Et là, ils ont libéré Roth. Ils ont annoncé que Roth faisait la première partie de 50. Ils ont vendu la moitié des billets en je pense, 6 heures de temps. Fait que, gros événement, donc ça galvanise, ça nous galvanise, ça nous dit que l'album va être incroyable. Là, il vient, il fait son show, il repart en prison. Finalement, il est libéré. Attends, comment il fait son show? Il repart en prison? Il a eu une autorisation spéciale de sortir. Ah, il y a eu une autorisation pour aller faire le show. Il est sorti de sa cellule, il est parti faire le show. Au Zénith, il est revenu. Faire sa job. Really? Yeah. So, OK. Professionnel. OK. Fait qu'il il fait le show, it's crazy. Mais là, ça me motive encore plus parce que le buzz est juste incroyable. Ben ouais, puis t'as une partie, Exactement. De on est en train de work sur l'album. Fait que finalement, il sort, on travaille l'album, on va le mixer à Miami. Très belle expérience. Ça a été mixé par lui qui a fait Chronic 2001. Tu vois, Richard Sego. Crazy. Fait que pour moi, travailler avec lui à Miami, Circle House, même studio que les Weezy et puis les Ross vont, c'était incroyable. Fait qu'on a fait l'album là-bas, on l'a mixé, on l'a masterisé. Et cet album, Le Code de l'Horreur, est sorti en 2008. Oui. Puis j'ai fait le 3/4. Et ça a vraiment décollé ensuite ma carrière parce que c'était un des albums, à cette époque, c'était l'album qui s'est vendu le mieux en une semaine. Je l'ai acheté, même moi ici, là, au Canada, j'ai acheté l'album de Roth, Le Code de Mais l'Horreur. c'est fou d'entendre ces affaires-là parce qu'on dirait... Puis tu sais, on entend ces genres d'affaires-là jusqu'à aujourd'hui avec des K-Truck qui en parlent que genre... Tu sais, puis on a des gros noms, tu sais, puis je te donne tout le props que je te donne, mais on a d'autres gars comme Rough Sound, comme Casey, High Class, Billboard, Freaky. Tu sais, puis c'est comme, man, tout le monde parle tout le temps de MTL sur la map, but I feel like you guys are doing it and have done it. Tu comprends ce que je veux dire? Mais le monde, il en parle pas trop. C'est-tu parce que vous n'êtes pas des rappers, tu penses? Ben, dans le rap francophone ou français, je pense que le producteur est souvent un peu plus ok, c'est ça. reculé, tu vois. C'est pas comme aux States, où c'est quasiment un brand. Au States, le producteur est un brand, avoir un beat de... Mais dans le rap français, ça commence à devenir un peu comme ça aussi. Quand tu as un beat de Junior à la prod ou, je sais pas, de Pyroman, à l'époque, ça commence aussi. Mais au States, c'est encore plus gros. Le producteur devient un artiste aussi. Ouais. Il est dans le clip. Il a le drip aussi, etc. Donc, fait qu'ils sont plus dans ça. Je pense que dans le rap francophone, c'est un peu plus reculé. Je sais pas pourquoi. Mais je crois que c'est parce qu'au States, ça fait longtemps que le travail de producteur est reconnu. C'est vrai. Comment il s'appelle? Bismarcky ou... je sais qui tu veux dire. Tu vois, t'avais toujours le DJ, le rappeur à l'époque, où t'avais le producteur et le rappeur. Guru, Premier, Gangstar. C'était un groupe, mais c'est le producer puis le rappeur. Exactement, tu vois. Ouais, et puis avec Eric Sermon. Ouais. Donc, ça fait longtemps, même dans les années 80, ça faisait longtemps que, the record, c'était important Jazzy dans Jeff, Fresh Prince. Exactement. Rakim et... Eric B. and Rakim. Ouais. C'est toujours le nom du DJ en premier. C'était DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Exact. Eric B. and Rakim. C'était toujours comme ça, c'est vrai. Parce qu'il y avait un gros respect qui venait du break, du fait que you take a record, you break the record, et le rappeur rappe dessus. Fait que je pense que cette culture a fait en sorte que le producer est comme plus devant aux États-Unis, ou en tout cas est reconnu. Puis t'as des super producers aussi aux États-Unis, right? Ouais. T'as Dr. Dre. Les gros noms, là. En France, t'as aussi aujourd'hui des super producers, mais tu vois, Dre fait un album, puis tout le monde est là, puis ça vend des millions, right? Mais toi, moi, j'avais déjà entendu je sais pas c'était quand dans ces années-là, mais qu'il allait peut-être avoir un album Cujo comme à la Dre, with you producing the whole project. Tu sais, c'est pas quelque chose que tu as fait, right? Non, jamais fait? Non, j'ai jamais fait. On en avait parlé avec à l'époque la maison de disques avec laquelle je travaillais, mais ça ne s'est
ça ne s'est pas fait. Il fallait trouver un concept. Il y a un de mes collègues en France qui l'avait fait, Spike Miller, shout out. Il avait fait un concept qui s'appelle One Beat à l'époque. Il avait pris le même sample ou la même boucle, puis il a fait comme 12-13 beats. That's crazy. Et les rappeurs posaient dessus. Fait que je trouvais le concept tellement bon, j'avais pas d'autres meilleurs concepts. Donc je me suis dit, ça sert à rien de faire juste une playlist de chansons. Mais peut-être un de ces quatre, hein. On ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui est dans... Puis dans ces années-là, quand on parle de les gros noms avec qui tu travailles en France, tu travaillais toujours avec des artistes d'ici, right? Toujours. Il y avait Impost, c'est à ça que je voulais arriver. Je pense que tu as travaillé sur son album Mon point de vue, qui sortait sur Capone Inc. Ah, c'était le premier sur Capone, ça. Exact. C'était en 2007-2008, ça, je pense. C'était en 2007. Ouais. Comment ça s'est fait, la connexion? Pour moi, c'était important même si j'étais en train de produire en France ou en Europe, c'était important de continuer à produire ici. Parce que j'estimais que faut être sur le marché local, il faut donner de l'amour au marché local. Avec la connexion, honnêtement, je suis allé dans les bureaux de Capone Inc. J'ai rencontré Ghost. Yo, big shout out my boy Ghost. Puis j'ai dit, je suis producer, voici mon CV. Arrête, c'est comme ça s'est passé. Voici le CD, let's go. Tac, tac. Finalement, OK, il a dit OK, tac, tac. Allez, pas voilà, tu vois. J'ai un CD pour Massari, j'ai un CD pour Cyril et un autre pour vos artistes. Moi, je savais même pas c'était signé dessus. Finalement, la connexion s'est faite. Puis je suis allé à un show, j'ai rencontré Impost, on a kické. Puis pour moi, ce qui est toujours important, c'est le relationnel. C'est avoir un bon relationnel avec les gens. On a bien cliqué. Puis à partir de là, il a écouté la prod, puis il a posé dessus. J'étais très content. Mais la même année, j'avais fait, je crois que c'est la même année, j'avais fait une chanson pour Sans Pression. Numéro 1. I'm back. Oh, exactement. I'm back. GSP est rentré sur ce beat-là et tout, là. Ouais. Donc c'est un gros track, ouais. Donc la première fois quand GSP s'est battu à Montréal, il est rentré dessus. Ouf! Donc, gros beat en plus, ça c'est perfect pour le Big Bag Alert! ça doit... Ça, c'est de la synchro aussi. Tu vois. Et effectivement, c'est des choses qui rapportent beaucoup d'argent. Donc UFC t'envoie un chèque directement. Ah donc, ouais. Ouais, direct, tu vois. Fait que... Ça, c'est des trucs que j'encadre. Je ferais un encadrement de ça. J'ai un chèque de l'UFC, je l'encadre, bro. Non, mais tu sais, directement. C'est vraiment cool d'entendre que toutes ces choses-là se passaient à Montréal depuis. Ça se passe depuis longtemps, là, tu sais. Puis même, tu as mentionné l'album Mon point de vue avec Impost. Je pense que Rough Sound aussi, il y avait un track là-dessus. Oui. C'est juste dope de voir everybody. Tout le monde a évolué dans sa propre entreprise. Exactement. Un peu. Tu connaissais Mosaïen? Bien sûr, je connaissais Mosaïen. J'avais écouté leur album qui s'est sorti, il y avait la Vitinec dessus. Je pense quoi, 2004, 2003? Le premier Mosaïen? Mais le plus populaire, là où il y avait... Mentalité Moonman, ça c'était c'était 98, 97. Non, non, 97 c'était Dogmatic. 99, je crois. 99. Avec Sony. C'est dans le temps que Sans Pression. 1999. 99, ouais. Mentalité fait que je l'avais écouté, j'avais écouté l'autre après, là où il y avait Kassav. Il y a Jacob Desvarieux dessus. Ça, c'est 2004. 2004, c'est ça. Man malade, yo. Exactement, tu vois. Fait que, non, mais honnêtement, j'ai tout écouté. Hein. J'ai tout écouté. Même les trucs, les gens ne s'imaginent même pas. Moi, j'étudiais beaucoup ce qui se faisait. Parce que c'était important. Quelqu'un me donnait un CD, je l'écoute de A à Z, là. Fait que... T'es vraiment un student of the game, genre comme qu'ils disent. Oui, parce que les gens mettent beaucoup d'efforts pour faire leur art. Je crois qu'il faut prendre le temps d'écouter. Même aujourd'hui, quand les gens m'envoient des choses, j'écoute. C'est dope, ça. Je donne un feedback. Voilà, Bien tu sûr. vois. C'est quoi les CD que t'as le plus saigné? Que t'as le plus saigné de mes CD à moi ou en général? Disons les CD en général que tu as dit que t'as étudié albums. la game. Ouais, les albums. C'est quoi les CD qui t'ont fait une impression? Écoute, si on va dans le rap américain, par exemple, je te dirais Chronic 2001. Big one. Pour la qualité de la production, c'est clean, c'est propre. Je pense pas qu'il y a plus clean, genre, que c'est incroyable. Ouais. Il y a ça, donc j'ai beaucoup étudié cet album. Même l'enchaînement des chansons. Les autres albums, c'est quoi les albums qui m'ont marqué? En rap français, là, t'as Mauvais Oeil de Lunatic. T'as Temps Mort de Booba aussi. T'as
honnêtement, le Code de l'horreur, j'ai produit 3/4, mais je l'ai étudié. Je l'ai réétudié parce que, honnêtement, quand on le faisait, on était comme en transe, tu vois. On était comme dans un niveau de créativité. Fait que des fois, je repars l'écouter. D'ailleurs, il y a plein d'artistes après qui me disent « Oh, fais-moi un beat comme ». Fais-moi un beat comme, tu vois. C'est sûr. Fait que, mais c'est très difficile de reproduire des énergies. Tu peux pas. Mais c'est des albums que j'ai beaucoup étudiés. Ici, t'as l'album de Sans Pression, Territoire Hostile. 51450, yeah. Mais t'as plein de trucs. Je suis un gars de mixtape aussi. J'aime beaucoup les mixtapes américains. Là. Ben, c'est ça. J'ai vu que t'as aussi produit pour une couple de gars aux States. Ouais. Ben, aux States, j'ai fait Jim Jones. J'ai fait Jim Jones et puis Noreaga. Shoulder Move, la chanson. OK. Qui est sortie, je pense, en 2010, comme ça. J'ai fait Redman. Wow. Redman. OK, ça c'est dope. Redman avec un rappeur allemand, Farid Bang. Ouais. OK. Ça s'appelle Like That. Ça, c'était comme en 2012, 2013. Sérieux, il y avait une... Je savais même pas qu'il y avait cette collab. Déjà, tu rap allemand avec américain. Ouais. Mais tu sais, genre Jim Jones, dans ce temps-là, ça bumpait, là, Jim Jones. C'était dans son... C'est toujours ton plug. C'est toujours ton plug. Mais ce qui est fou, c'est... Les gens me disaient souvent, ouais, pourquoi tu vas pas aux États-Unis? Et que moi, je disais, j'aime l'euro versus le US. Right? C'est un. We've been saying a big bag alert. Et deux, je préfère être dans le top 10 des producers à Paris qu'être dans le top 1000, 10 000 aux États-Unis. Okay. Right? Ce que les artistes faisaient, c'est quand ils arrivaient à Paris, ils demandaient, OK, where can I get the best weed? Where can I get the best producer? Who's popping? Ouais. Donc, il y avait une chance sur 10 à cette époque que mon nom sorte dans une discussion ou que notre équipe sorte. Donc, ça, on prenait les plugs de Paris pour l'Allemagne ou les États-Unis après. Wow. Donc, c'était un peu notre modèle d'affaires. Là. Au lieu d'aller dans la jungle américaine et puis finalement, il y a comme 100 meilleurs producers que moi dans le blog. Là, Exactement. C'est dope, ça. Puis aujourd'hui, t'es-tu toujours aussi productif as far as the beatmaking ou t'es plus sur des business non, vibes? en nombre, non, je suis plus aussi productif. Ce que j'ai fait, c'est qu'en 2014, j'ai travaillé avec Jul. Oui, Ma Paranoia. Ouais. Je travaille sur l'album Ma Paranoia. Qu'est-ce que these are all like the big names. Ça, c'est un autre disque platine, ça. C'est platine. Si c'est pas plus, ça doit être peut-être double ou triple, là, je sais pas. Ça se rapproche du double platine actuellement. Ouais. Donc, on point with the numbers, following it like the stock market. mais l'affaire qui est fou, c'est que, tu sais, moi, le monde, ils savent by now, je suis pas un connaisseur de rap français, mais tous les noms que je t'entends dire comme des nouveaux, des anciens, c'est comme... C'est tous les gros noms, là, quand même. Des gros noms. Et Jul fait ses beats. Right? Il fait tous ses beats. Je crois, et peut-être ma recherche n'est peut-être pas toute bien faite, là, mais à cette époque, je suis le seul producteur externe sur son album. Et comment ça se passe? C'est quoi? C'est lui qui t'a contacté? C'est des connexions très, très brossantes, tu vois. Oh. Son producteur, c'était... Tout est noir. Khalif Hardcore, qui vient d'un groupe qui s'appelle Black Marseillais. Les gens qui connaissent savent que c'est très brosson. Fait que c'est eux qui produisaient Jul. Okay. Et moi, j'avais envoyé 50 beats à Khalif, right? 50 beats. Et ce Letting it fly. Let it fly, genre. Et ce beat s'est retrouvé. Lui, il a fait un double album avec genre 25 de mes beats. Puis, il y a un beat qui s'est retrouvé sur l'album de Jul. D'ailleurs, pour la petite histoire, je ne savais même pas. Je reçois un email en fin 2014. L'album est sorti, je pense, en 2014. Je reçois un email en 2015. OK, on a besoin de tes contacts pour faire le dépôt de la chanson à la SACEM. Là, évidemment, tu peux pas répondre. On parle de quoi, right? Ouais. Fait que j'ai écouté l'album. que j'avais jamais écouté. Et c'était le deuxième single. Hein? Mais c'est à l'époque où les gens doutaient de Jul, right? Ben, tout le monde disait Jul, nanana. Et j'étais comme, oh... C'était comme à 8 millions de vues déjà sur YouTube. Ça avait fait des numbers. C'était le début de streamer et tout. Tout de suite, voici mes infos. on parle de gros chiffres. Est-ce que tu as déjà eu des mauvaises expériences? On entend toujours le music business, c'est shady, c'est dangereux, tu peux te faire avoir toutes sortes de façons. As-tu eu des mauvaises expériences? Parce que tu deals avec des gros artistes, c'est des gros chiffres. Puis peut-être, as a newcomer, ce serait facile de te skip sur une coupe d'affaires. Mais honnêtement, il y a toujours des mauvaises expériences, right? Mais je dirais que
90%, ça se fait toujours bien. Nice. Les mauvaises expériences, c'est quand c'est trop long pour finaliser le paperwork. Honnêtement, ce qui m'aidait beaucoup, je pense, c'est mon background, tu vois. Parce qu'il me rencontrait, puis on parlait, on jasait, puis il disait, qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah, je vais à l'université. J'étudie. Ah, tu étudies en quoi? J'étudie en économie. Fait que dans leur tête... OK, guys. Change le plan, bro. Non, non, dans leur tête, ils se disent, OK, lui, on peut pas comme lui arriver avec... Ouais. Fait qu'on dirait qu'il y avait comme un... En tout cas, c'est ma théorie. Un respect right? quand même qui se fait. Là. Exactement. Mais l'autre chose, une fois de plus, c'est j'étais bien entouré. Et Labs, il s'occupait super bien de tout ce qui était le paperwork. So, juste pour vous donner une idée, de 2005 jusqu'en 2008, quand je vais pour la première fois en France, on n'avait rien signé. Wow. Fait que j'arrive en France, j'ai comme ça de contrat qui m'attend. J'avais 24 heures à faire à Paris, Charles Jeune Skis qui était là, puis on prenait un petit verre, puis on signait les contrats, j'ai signé les contrats toute la nuit, là, tu vois. Damn, what a feeling. Mais ça, c'était fait based off trust. Et puis le respect. Gros shout-out j'ai été bien entouré là parce qu'effectivement ça aurait pu dégénérer, mais shout-out à Eclipse Time et là qui m'a donné big up. Est-ce que tu travailles toujours avec lui? On travaille plus ensemble, mais on est quand même en bon contact. Big shout-out à lui. Je me rappelle, il s'occupait un peu de troisième œil dans ce temps-là, justement. Puis 2004, après Joule, j'ai monté ma propre compagnie d'édition que j'ai signée avec Warner en coédition. OK. En fait, je me suis signé, puis j'ai signé l'entreprise sur Warner en 50-50. Pour les gens qui ne savent pas, là, parce que tu sais, le publishing, c'est quelque chose, on entend souvent ce mot-là, là, puis hey, don't ever give your publishing. Explique aux gens, comme là, toi, tu as une compagnie de publishing, right? PS23. Fait que c'est quoi exactement le rôle du publishing dans la game? Ouais, le publishing, c'est une portion de tes droits d'auteur, puis les gens de la SOCAN, Charles Whitney, là, ils vont bien l'expliquer. Mais en gros, quand tu fais une chanson, shout-out Sarah. Shout-out Sarah. Yo, les gars, ils sont industry. Vraiment, shout-out vous aussi. You know what I'm saying? Shout-out Sarah, qui est à la SOCAN, il fait un très bon boulot. Quand tu fais une chanson, moi je suis un producteur, je fais une chanson, je place t'es le rappeur. Techniquement, j'ai 100% de la portion musique. Ouais. Donc, la portion musique, c'est la moitié de la chanson. C'est 50% de la chanson. Ça veut dire que j'ai 50% de la chanson, puis le rappeur a l'autre 50%. Ouais. Maintenant, ce 50%, je peux faire ce que je veux avec. Je peux le garder, ou il y a des gens qui se promènent et qui veulent l'acheter. Puis ça, c'est les publishers. Exactement. Okay. Donc, le publisher peut arriver et puis dire, écoute, je vais te donner ce sac d'argent et tu me laisses une partie de tes droits d'auteur. De ton publishing. Right? C'est faisable parce que toi, tu gardes 25% de tes droits compos, puis le 25% va chez le publisher. Maintenant, c'est quoi le rôle du publisher? Lui, oui, il peut te donner un sac, mais son rôle, c'est de te trouver des contrats, de placer la chanson, parce que 25% de zéro, c'est zéro, right? Ouais. So, lui, il veut 25% de 100%. De $10 000, de $1,000, de $2,000. Donc, lui, il travaille pour te trouver des deals et puis placer tes chansons pour justement te générer un peu plus d'argent. Maintenant, tu peux garder le 50%, collecter, tout est 50%. Puis un jour, tu as un catalogue de 200 chansons qui, peut-être 50 ont très bien marché. Tu peux aller voir Sony, tu peux aller voir Universal, puis tu dis, moi, ça vaut 500 000 $. Puis ils le rachètent. Fait que, il y a toutes sortes de choses que tu peux faire. Fait exemple, moi, je suis un producer. Je signe avec PS23. Disons, tu prends la moitié de mon publishing, whatever it is. Fait que toi, tu vas m'arriver puis tu vas te dire, hey, c'est sur un video game. Exactement. On l'a mis sur un video game, on l'a mis dans un film, on l'a mis dans un commercial. Ou on a tel plug pour aller travailler sur cet album. Tu vas placer 4 chansons. Fait que je te trouve des plugs pour que justement tu continues de placer et que tu génères ta portion d'argent. Donc moi, Eclipse Time avait la moitié de mon publishing, donc ils avaient la moitié du 50%, moi j'avais l'autre moitié. Mais ça, c'est le côté publishing. Puis tu sais, exemple, ça c'est une plug qui t'a vraiment aidé dans ta carrière. Exactement. Est-ce que quand est venu le moment de signer, t'as hésité un peu ou t'étais Honnêtement, non, j'ai pas hésité. Ça fait partie de... Je tombe pas en amour de mon craft. C'est dope. C'est parce que moi, j'avais une philosophie. Si je veux manger, tu dois manger.
Right? Si tu manges, c'est que je mange. Fait que tout le monde doit manger. Right? C'est rare dans l'industrie de la musique et même dans la vie en général qu'une personne mange et puis tout le monde... fait que tu fais manger les autres, ils vont te faire manger. Ça fait partie du relationnel. Fait que très tôt, moi, j'étais conscient que si tu veux me faire manger, je te fais manger. Puis on travaille ensemble. Ça fait partie du jeu, là, dans le fond. Puis aujourd'hui, ça, c'est ton major hustle, dans le fond, le PS23. Fait que j'ai PS23 en maison d'édition. On a 4 artistes et des producers. Donc, mon travail, c'est de démarcher leur son, de placer leur son sur plein de projets, de générer vraiment du trafic pour eux. Mais est-ce que c'est exemple, si un artiste signe avec ta maison d'édition, il peut signer avec un label en tant qu'artiste? Oui, il peut, oui. Okay. Parce que la portion artiste est différente. La portion artiste, c'est tu vends ta chanson, supposons sur Spotify, et puis ça génère $1,000. Ben, le producer qui a investi peut-être $2,000 pour que la chanson génère $1,000 va te dire je dois récupérer mon 2,000 avant de te payer. Right? Fait que ça, vous travaillez vraiment juste sur le côté musique, exactement, rights, exactement. Ouais. Moi, c'est vraiment simple, on dirait. C'est plus simple et plus transparent. Et parce que le côté production est complexe. Parce que quand le producteur, pas le producteur, mais le producteur dépense 2,000 pour la chanson, tout le monde est content. Mais quand c'est le temps de récupérer le 2,000, non, right? Les gens oublient qu'il a dépensé. Fait c'est ingrat, beaucoup, right? C'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre ce que le producteur dépense, parce que des fois, le producteur peut aller louer des habits pour un clip, puis les rendre après, et te dire que ça c'est la facture. Fait que l'artiste doit être quand même éclairé, et le producteur doit être bienveillant aussi là pour puis le roster de PS23, est-ce que on les connaît les artistes? En fait, c'est des jeunes producteurs. Les producteurs, tu as Kerr, tu as Frank MC. Kerr qui a produit sur l'album Culture, produit sur l'album Royauté aussi. Nice. Le dernier Easy S avec Leila, il a fait le Ken Lo. Oui, j'ai vu son nom. Exactement. Quand même. Il a fait Shreeze. Il y a Frank MC. Frank MC qui a posé des beats actuellement en France qui vont sortir bientôt. Nice. Qui est un artiste aussi. Il y a D-Fresh dessus. D-Fresh qui est sur PS23 aussi. Il y a moi, évidemment, en compositeur aussi. Sinon, il y a toujours des jeunes producteurs qui naviguent toujours autour. Fait que des fois, je vais le faire en freelance. Je vais t'aider, je vais envoyer dans le pack. Right? Si ça prend, on s'arrange. Mais tu signes rien là avec moi. On fait juste un deal. C'est cool. Des one-off, genre. Exact, c'est cool. Puis est-ce que tu signes des artistes en tant que rappeur, des choses comme ça, ou c'est plus des producteurs? Non, le seul rappeur, c'est Missa. Parce que c'est beaucoup de travail. Puis moi, si je peux pas mettre toute mon énergie puis des heures dans le projet, je préfère ne pas... Je respecte ça. Je respecte ça. Il y a plein de gens qui arrivent, aide-moi, signe-moi, mais c'est juste que ça prend du temps. Bien sûr. Et je vais pas signer quelqu'un que je sais pas comment développer non plus, right? Comme si tu as remarqué, j'ai jamais travaillé avec vraiment des artistes anglophones. J'aime le rap américain, mais je sais pas comment market le rap américain. C'est vrai. Ou le rap canadien dans un marché américain, right? It is different. Définitivement. Puis, comment est venue l'idée de créer Culture, le média? Bah écoute, mais ça, je vais le laisser aux gens de Culture répondre à ça. Vous allez les inviter, là. Mais ils se montrent pas, Benny, il veut pas se montrer. mais ça serait intéressant de faire un spécial, spécial Culture aussi. C'est très, très, très intéressant. Parce qu'on peut pas mettre un emoji live sur l'écran tout le long, you know what I'm saying? It's gonna be a little hard. Mais je suis définitivement down. Mais parce que tout le concept pour nous, c'est vraiment de rester vraiment en background, vraiment, parce qu'on veut vraiment laisser le shine aux artistes. Fait que ça, dès le début, c'était clair pour nous. C'est une des raisons pour laquelle Benny ne s'affiche pas, ou même moi, là, dans le fond. Parce que pour nous, c'est extrêmement important que le média représente et promote vraiment les artistes avant même ceux qui sont derrière et tout. Déjà, juste le nom, c'est quand même... c'est quand même important comme nom, donc on veut pas se prétendre être les défendeurs de quoi que ce soit. Dans le fond, donc je suis pas supposé vraiment le savoir. T'es pas supposé le savoir, right? Et vous autres non plus, vous êtes pas supposé le savoir. Mais anyway, on est au Hidden Showroom, guys. Tout est secret. It's all by love, là. Non, c'est sûr. Mais honnêtement, c'est l'idée, c'est vraiment parce que on croit
mon opinion là. Moi, je crois que pour qu'il y ait une industrie, faut qu'il y ait du talent, des artistes. Ça, on en a parlé. Il y en a. Faut qu'il y ait des maisons de disques et des structures, tu vois, qui permettent de produire ces talents. Il y en a, right? Faut qu'il y ait un public, mais faut qu'il y ait un lien entre les deux. Donc, des médias qui font le travail 100%. de promotion et puis de choquer ces artistes-là, dans le fond. Puis, nous, on voulait vraiment contribuer à cette quatrième patte. Fait que c'est un peu de la c'est une belle plateforme quand même que en peu de temps, là, vous avez build quand même quelque chose de beau. Ça doit être gratifiant de voir les feedbacks, les views, les artistes qui show love aussi. Mais on est très reconnaissant, très reconnaissant. Les artistes donnent beaucoup de l'amour, même des collègues aussi. Tu vois, la semaine était à l'écoute de l'album. On est très, très reconnaissant. Puis pour nous, on ne peut pas le faire seul. On le fait parce que les gens acceptent de jouer le jeu aussi avec nous. Fait que le public aussi qui suit. Puis l'écosystème a besoin de ça. Et au final, quand, par exemple, moi, je l'ai vu... culture apparaître, façon de dire hop, on est dans le media game, donc tu les vois un peu ceux qui apparaissent, et c'est dans une époque vraiment où aussi la game avait, tu sais, en tant que même moi, on peut pas interviewer tout le monde, tu comprends, il y a des conversations que tout le monde doit avoir avec à gauche, à droite, et c'est arrivé dans une époque où la game avait vraiment besoin de ça, parce que je pense que tu avais le public qui cherchait à connaître un peu plus ses artistes favoris, tu vois, donc le rap commence à être... Puis je pense en 2012, à un certain moment, il n'y avait pas tant de médias que ça, là. Bro, il y a comme eu des périodes, tu sais, c'est ça, là. Tu sais, à un moment donné, c'était juste HHQC. Tu voulais te faire connaître si tu passais pas sur HHQC. Après ça, t'as Montreality aussi qui... Tu sais, t'as Damon Source, t'en as une coupe à gauche, à droite qui... Mais avant ça, c'était... Vous êtes arrivé en quelle année? Ça a commencé vraiment... J'ai commencé à prendre ça un peu plus sérieux en 2017. 2017-2018. Mais il y a eu vraiment un boom en... À la même période un peu que vous êtes apparu, le rap politique aussi est apparu. Donc, je pense... Mais c'est super, super intéressant. Moi, ce que je dis toujours, c'est cool d'être dans cette période. Absolument. Parce que tu es un jeune artiste, tu sors un album là, tu peux faire un media run. Tu fais une tournée des médias. Regarde, dans le temps, il y avait... Il ne faut pas dire qu'il n'y avait rien, parce qu'il y avait beaucoup de radios. Il y avait des forums. Puis moi, je me rappelle, exemple, back in the days, quand tu sortais une chanson, tu allais K103 sur la réserve. Après, tu allais checker Dice B. Tu allais Masters at Work, K103. Tu allais Weekend Groove, K103. Tu allais... il y en avait plein. Montreal Underground. C'était quelle année, ça, genre? Bro, je sais pas, de 2004 à... Ben, tu sais, il y en a qui sont toujours là, mais je parle de 2004 à 2010, 2012, I guess. Mais comme, il y avait des media runs, mais c'était plus radio. Tandis que quand le era 11MTL, culture, rap politique, c'est devenu vidéo, YouTube. Puis je trouve aussi que ça rend l'accès tellement facile. Les smartphones, tu as YouTube juste là. Tout ça, c'est arrivé en même temps. Puis mais il y avait des précurseurs avant. Je ne veux pas dire qu'on était les premiers. Non. C'est notre style, je m'en rappelle. Même les Real City TV. 100%. Ça, c'est les dadas. Donc, tu sais, mais Bodo, 200 visions. Shout out for the research. mais oui, tu sais, il y avait toutes ces plateformes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on dirait que c'est comme plus structuré. C'est comme, là, tu fais un vrai run, puis tu sais, tu peux strategize. Tu n'es pas obligé de dire, je vais faire toutes les émissions dans un mois. OK, ce mois-ci, je fais ça. L'autre mois, je fais ça. Avant mon album, après mon album. C'est comme... Ça développe aussi les artistes à préparer leur roll-out, comme tu disais. Mais c'est dommage que les radios... À part, il y a The Warm-Up. Warm-Up, ils sont là. Shout-out Warm-Up. Mais c'est dommage que les autres radios... Je sais qu'il y a B-Brain à l'Université de Montréal. Ghetto Érudit, 15 years. Parce que même pour les artistes, c'est une expérience différente d'aller à la radio que d'être online, right? Je suis d'accord. Puis peut-être qu'on dirait le monde, ils ont comme un peu... Je sais pas s'ils l'ont mis de côté, parce que les gars sont encore là. Mais je trouve que c'est cool, tu sais, d'aller même l'expérience, comme tu dis, en studio. C'est différent que le podcast, tu sais, c'est live. Puis quand tu regardes un peu l'univers en France ou aux States, tu sais, t'as Bouscapé en France, là, qui est un classique, puis tu vois l'impact que des médias
ont eu sur le rap français. Mais aujourd'hui, tu as des Combini et tout, des rap élites. Moi, je pense on a besoin de ça à Montréal, définitivement. Là. Tout à fait. It's only growing from here, je pense. Fait qu'on est sur le bon chemin. Tu sais, on parle de tes roots, ton grind, tout ça. Tu sais, on a vu aussi dans les dernières années une explosion du afro, afrobeat, afro trap, toutes les versions du afro que tu peux trouver. Puis étant quelqu'un qui était quand même African background, shout out tous mes Togolais qui sont là, you know what I'm saying, shout out John Kevin. 228. Ben ouais, l'antidote tous les vendredis. Mais étant quelqu'un qui j'imagine t'as grandi sur ces sons-là, right? Oui. Fait que tu sais, en voyant que maintenant tu sors en boîte, tu sors partout, puis j'imagine le monde, il te demande même des beats afro. Moi, j'ai grandi dessus. J'ai grandi sur la musique congolaise, la rumba congolaise, Papa Wemba, Koffi Olomide, Wenge Musica, c'est classique. La musique ivoirienne, nice. Magic System, les garagistes, Aboutou Roots, les vrais connaissent, tu vois. Le rail. Cheb Khaled, Cheb Mami. Wow. J'ai découvert le rap très tard. Right? Okay. J'ai grandi sur la musique africaine avant le rap. La musique sud-africaine, KwaZulu-Natal. Mon père, c'est un amoureux de la musique. Là, donc, pour moi, j'ai grandi dessus. J'ai découvert le rap après. Et en 99, il y a eu Bisso na Bisso. Gros track. Right? C'est un projet. Mais la chanson, c'était ça le hook. Exactement. Mais le projet, c'est un projet afro, right? Ça, c'était Passy. Passy, Arsenic. Calbo, Lino, et puis les 2 balles de nègre. Ok, malade. C'est vrai, ça, oui. Mystique. Et donc, ça, c'était comme une fierté, right? D'être africain, puis la musique peut être urbaine. 100%. Puis l'album a fait quand même disque de diamant, là, tu vois, à l'époque. Wow! Fait donc, mais les artistes africains remplissent le Bercy, le Zénith en France, juste comme ça, là, dans le fond. Finalement, il y a eu un creux. Il y a eu Magic System qui est arrivé dans les années 2000. Il y a eu les R&B Fever et tout ça. Corps et Scalp. Mais selon moi, là, l'afro qu'on connaît aujourd'hui, c'est mon opinion, right? Fait que ne m'en voulez pas si vous n'êtes pas d'accord. Selon moi, là où ça a redécollé, c'est avec Stromae. Okay. Quand il a fait Alors on danse. Ouais. La guitare de la chanson, c'est une guitare congolaise. La manière dont c'est joué. Tu vois. Mais que la planète entière accepte cette guitare, parce que c'est une guitare que dans toutes les chansons congolaises, tu l'entends. Ouais. Pour toi, c'était quelque chose de familier, genre. C'est donc qu'il la joue comme ça et que ça devient un tube planétaire avec un rythme là ça a ouvert, right? Ouais. Et là l'afro, et pendant ce temps t'avais le Ghana avec l'afrobeat qui poussait déjà, des groupes comme R2Bs, t'avais le Nigeria qui poussait beaucoup déjà, fort, les Wizkid et puis tout ça, fait que ça poussait, ça commençait à buzz à Londres, c'est Paris. Ouais. Fait que ça a influencé Paris rapidement, mais Paris exactement, mais Paris à la sauce afro, donc ils ont dit ben là on peut pas, fait que ça a comme créé une mèche, puis l'afro a explosé. Donc honnêtement là, je suivais tout le mouvement, puis j'étais frustré parce que j'avais aucun beat afro, right? Je peux pas. C'est comme si j'ai écouté Michael Jackson toute ma vie. Mais j'arrive pas à faire du R&B. Ouais, mais jusqu'à... mais pour moi, j'étais comme, non, ok. C'est ma sauce. C'est ce que j'écoute, là, tu vois, le dimanche. Mais le monde te connaissait pas pour ça. Exact. Ouais, mais même moi, je trouvais pas la formule, right? Okay. J'en faisais un peu, tu vois, j'en envoyais, mais fait que finalement, c'est drôle parce que la session, il y avait moi, il y avait Kinaï de Banks and Ranks. Ben oui. Big shout out. Et il y avait mon guitariste qui s'appelle Diego. Shout out à Diego. Il travaille avec moi depuis 10 ans maintenant. Nice. Et là, Diego est colombien. Celui qui travaille aussi avec Saramé. Avec Saramé aussi. Ok, yeah, big up. Donc là, on lui a fait écouter pendant 3 heures de temps de la musique congolaise. Pour qu'il catch les rythmes. Mais la Colombie est très proche de l'Afrique. Culturellement, musicalement, la cumbia, les instruments et tout ça. Et là, ensuite, on lui a fait écouter pendant comme 2 heures, 2 heures, des percussions,
Là, il a entendu des percussions, il a dit, mais on a les mêmes rythmes en Colombie. Là, il nous fait écouter les mêmes. Dope. Là, pendant 5 ans, on est dans un séminaire incroyable. Et là, il pick up ce qu'on veut qu'il joue. Là, il joue une ligne de guitare incroyable. Kina et moi, on habille le beat. Et là, on l'envoie à l'équipe de Beaumaillé, Youssoufa. Au DJ Mist, shout out DJ Mist, qu'il fait écouter à Nazak Black. Et ça part. Ça et ça fait la chanson. banger. On est équipé qui est un tube de l'afro, là, dans le fond. C'est fou, ça. Et ça, c'est en quelle année, ça? Ça, c'est 2016. Wow. Puis ils ont fait le remix en 2017. Ils remixent avec plein d'autres artistes dessus. Wow. Puis en club, c'est Ouais, comme ça, c'est classique, normal, genre, ça joue. Mais honnêtement, j'étais fier d'avoir comme, OK, j'ai fait ma prod afro, là. Right? Ben oui, il faut. Tu t'es prouvé, là. Exactement. C'est-tu comme la prod que tes parents, ta famille sont plus comme, ah, OK, finalement, man, something we can... même pas, honnêtement, mes parents, là, pendant longtemps, mes parents, des fois, ils vont me dire... parce qu'à un moment donné, j'allais beaucoup en France. OK, ouais. Fait que j'allais en France, je revenais, j'allais en France. Puis mes frères leur disaient, pour jouer en France, qu'est-ce qu'il fait en France? Ah ben il fait la musique. C'est quoi cette musique? Fait que pendant longtemps, mes parents savaient que je fais de la musique, mais pour eux, c'est... En fait, ils me Puis t'es un low-key kind of guy. mon père me disait toujours, attends, c'était truc d'amusement au Kenya, là, c'est ça encore? Fait que j'ai dit, ouais, c'est ça. Fait que pour moi, c'est toujours... parce que les parents africains, c'est... Quand tu leur dis ce que tu fais, les attentes... Okay, ouais. Donc, il y a une pression qui vient avec aussi après, que je voulais pas forcément, donc... Mais je veux être sûr... Je viens de rentrer dans la convo vite fait, mais t'as quand même fait des disques de platine depuis 2017. Donc, ça le reste jamais... S'ils viennent chez toi puis ils voient des plaques partout sur les murs... Mais mes parents ont vu, puis ils étaient comme, OK, attends, ça, c'est quoi, ça? En fait... Tu sais, quand ils lisent là, 1 million ou je sais pas combien... Bon parent africain, c'est combien ça a donné, ça? Ouais. D'argent, tu vois. OK, mais c'est ça. Après ça, quand tu leur dis, oh, ça donne ça. Ça a acheté un condo, ça a acheté une maison. Ça commence à enregistrer que, oh, OK, c'est ça. Ouais, mais c'est compliqué. C'est compliqué pour eux de catcher ça. Là. Mais ils voient, parce que là, ils habitaient aux États-Unis, donc ils voient l'industrie, right? Mais ils recevaient toujours des nouvelles via mes frères et sœurs. C'est eux qui leur disent, ah, Koujo vient de faire, c'est dope. C'est cool, ça, pareil. Puis tu sais, on parle de l'explosion de la musique afro, puis toutes les scènes différentes auxquelles tu as touché. Mais tu sais, moi, j'ai remarqué quelque chose aussi. Dans les dernières, je sais pas, 5 à 10 ans, peut-être même plus 5, I feel like, exemple, dans les clubs à Montréal, tu vas entendre la musique francophone. Tu sais, back in the days, là, tu n'entendais aucune musique francophone dans les clubs. Même quand, disons, il y avait I.M., Troisième Œil, Arsenic, tous ces gars-là qui bumpaient, ça jouait jamais dans les clubs. Puis je sais pas c'est quoi. Tu sais, moi... Je donne toujours... Mais tu dois savoir, t'es dans la scène, tu dois savoir ce qui a changé. Mais moi, je donne beaucoup de shout-out aux DJ, exemple Kenji, puis les gars comme John Kevin, puis ces gars-là qui poussent cette scène-là. DJ Apache, définitivement mon frérot. Mais comme, tu sais, des fois, je veux pas juste donner le crédit au même gars avec qui je work, tu sais. Mais pour moi, c'est ça. Mais exemple, pour toi qui a suivi la scène francophone depuis longtemps, c'est quoi tu penses qui a fait vraiment le... Moi, écoute, je crois qu'il y a eu les promoteurs. Il y a commencé à avoir des promoteurs afro-montréalais francophones. Ben, en parlant de John Kevin, c'est... Il y a les Young Mo, il y a les Olivier, bien sûr, Hyde et tout ça. Olivier, Hyde. John J'étais sur la chanson avec Troisième Œil, avec Hyde, back in the day. Shout out à lui. Just throwing it out there. Bien sûr. Mais oui, Hyde, au Sénégal maintenant. Il avait même signé avec BBT. Ouais, il a signé avec BBT. Moi, je produisais pour BBT aussi, avec Roughneck et tout ça. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de promoteurs qui étaient des étudiants en fait internationaux, qui habitaient à Montréal, visa peut-être expiré. Oui, mais c'est important ça parce que. Mais il y en a eu beaucoup de ça. Ils allaient en vacances. Allaient en vacances, puis clubber à Bamako ou clubber à Dakar, ils revenaient, puis ça influençait le genre de musique qu'ils allaient pousser ou le genre de vibe parce que le DJ répond juste à. Je suis d'accord, mais tu sais, exemple, les Young Mo, les gars comme ça fait plus que 10 ans même. Ça fait 10 ans, mais eux, je suis sûr qu'il y a des youngins qui regardaient ça, Moi, à chaque fois que je sortais aux 2-3 ans,
c'est comme je voyais les mêmes méthodes de promotion. Comme shout out à John Kay, anecdote, la manière, le rollout, c'est incroyable. Antidote, le rollout est très bon, tu vois, incroyable. Un film réalisé par, etc. Mais ces concepts, et shout out, je pense que c'est super bien fait, mais ces concepts, je le voyais déjà, les mecs, moi je trouvais ça incroyable. Ils promotaient une soirée, ils faisaient un clip. Ouais, non, mais c'est ça. Ils enregistraient une chanson. Ça devient une production quasiment. Et c'était ça qui annonçait la soirée. Tu vois, ils faisaient des cartes, des invitations, fait qu'ils mettaient vraiment. Bref, fait que musicalement, je pense que ça a influencé. Mais l'autre chose, c'est que le rap français est devenu beaucoup plus club aussi. Ok, right? Ok, c'est ça. Donc musicalement, c'est devenu club. Même en France, avant, ça jouait pas tant que ça. Aujourd'hui, tu sors en France sur les champs. Ça peut être que du rap français toute la c'est ça, la Zumba, mais c'est du rap français. C'est exactement, tu vois. Fait que même en France. Ok, même en France, il y a eu ce wave-là qui a changé aussi. Ok, cool. L'autre chose, c'est que les rappeurs français ont commencé à beaucoup venir ici aussi. Ouais. À beaucoup venir ici. Et la musique, avec le streaming, la musique française a commencé à arriver aussi ici, le rap français. Mais l'autre chose qu'il faut maintenant avoir, c'est jouer du rap keb en club, right? Facts. Comment ça, je veux dire? I'm trying to tell my guys, you know what I'm saying? Mais yo, cette semaine, justement, shout out mon boy Dirty S, il était là au club, Apache, on l'a joué, you know what I mean? Mais c'est justement, c'est ça aussi qu'il faut faire. Puis je dis souvent ça ici sur cette émission. Moi j'ai écrit Apache, là, j'ai dit dans l'album Culture, t'as au moins 2 joints afro là-dedans. Amazing, c'est bon. Tu peux placer. C'est excellent. Puis justement, je trouve, je l'ai mentionné souvent, qu'il manque un peu le lien entre les DJ et les artistes. Puis j'essaie... Tu sais, souvent de put awareness, le dire aux artistes, puis c'est important de faire ça parce que, justement, dans des grosses soirées comme ça, ou dans des parties au beach club, ça, c'est nice quand il y a 5000 personnes puis ton beat, il joue, là, tu sais, ou même tu performes, tu sais, définitivement, man. Mais c'est cool et moi, j'aime ça quand je sors et puis j'entends du rap français, ou même surtout quand c'est tes beats. Surtout quand ça doit être nice, c'est encore mieux, tu vois, c'est encore mieux. Mais c'est le fun parce que ça crée une ambiance différente aussi. Parce qu'au States, à Atlanta, ils jouent à Atlanta, right? Ils jouent pas le rap montréalais. Exact. Mais c'est pour ça, je pense que c'est une culture qui commence à se développer ici. Puis justement, c'est people like us that have been there, puis qui sont un peu conscients de l'importance de ces choses-là. You know what I mean? Je voulais savoir, on a parlé de tes voyages en France. Est-ce que tu peux nous donner, ça a été quand la première fois, par exemple, tu t'es dit, tu devais aller en France, c'était pour aller signer tes contrats? En fait, c'était pas pour aller signer les contrats. C'est drôle, tu as posé la question, les disques de platine sont arrivés et le succès est arrivé. Mais c'est parce que ça prend un peu de temps avant d'être payé, right? Ok. Fait que règle générale, dans le hood, tes amis sont comme, t'as des plaques. Yo, qu'est-ce qui se passe? L'argent. Donc, si t'es pas solide dans la tête, right? Fait que ça peut prendre 9, 8, 10, 12 mois, right? Avant que ça tombe, avant que le gros bac tombe. C'est pour ça qu'il faut en faire beaucoup. Comme ça, quand ça commence à tomber, ça tombe de tous les côtés. Voilà, ça roule, tu vois. Fait que ça, c'est la réalité. Donc, tous les gars qui ont fait des tubes savent de quoi je parle, right? Parce qu'il y a un moment où tes amis te voient là. Puis là, ils te croient plus. Encore là, quelque chose qu'ils ne croient plus dans l'histoire. Là. Yo, bro, c'est pas normal. Le gars, il dit qu'il y a des plaques. Mais où l'argent, bro? La plaque est fake. Exact. En 2008, mon pote, Sean Skis, il a un plug pour avoir des billets d'avion super moins chers. Dope. Faut faire attention des fois avec ces plugs-là. Non, mais c'est un plug legit. Il travaille à Air France, tu vois. Legit, right? J'ai eu des mauvaises expériences. Ouais, legit, tu vois. Donc, il travaille à Air France. Shout out John Skis, man. Big shout out John Skis. Et là, il dit, let's go, right? Là, on décide d'aller à Casablanca. Mais on dit, on va faire une escale à Paris. C'est comme ça que, finalement, je dis, OK, tant qu'à faire, on va passer par Paris. So, on a fait le voyage incroyable. On n'avait pas un sou, mais c'est le meilleur voyage. Avec un pote, là, ça, c'est en 2008, right? Ça, c'est quand t'es allé signer, là. Exactement. C'est-tu à ce moment-là que t'es comme, OK, I made it? Genre, quand tu signes tous les contrats, pas forcément. Pas à ce moment. Pas à ce moment, parce que le Code de Lorraine n'est pas encore sorti. Le Code de Lorraine sort en décembre de la même année. Et là, je repars en France quand le Code de Lorraine sort. Là, t'es sur les Champs-Élysées, puis il y a que cet album qui joue dans toutes les chansons. Ça, c'est fou. Tu prends un taxi, random radio, ta chanson joue. Malade. T'arrives dans un club, t'es dans le line-up, et là, finalement, tu sors du line-up,
tu dis aux vidéos, moi je parle anglais quand je suis à Paris, là, je dis I'm this producer, I'm saying I'm from Canada. Je travaille sur le code de l'horaire, tu peux rentrer. Là, t'es comme, ok, c'est... Ta tête grossit un peu, right? Mais t'as besoin de tes amis pour te dire, ok, calme-toi. Tu vois, c'est normal, c'est normal. Mais est-ce que t'as-tu déjà eu le feeling de genre, ok, tu vas là-bas, t'es sur les Champs-Élysées, puis tout le monde te donne le props, mais tu reviens à Montréal, puis t'es regular, good old Cujo, là. Ouais, mais moi, j'aimais ça. Ok, t'aimais le fait d'être... J'aimais ça, parce que c'est ça qui fait que je go in et je work encore. Tu vois? Fait que moi, j'avais besoin de revenir et puis... Je vais travailler, puis je vais finir mes devoirs. Parce que c'est ça qui me donnait le hunger for more. Moi, c'est ça qui me motive. C'est quand même une grosse discipline, là, parce que... Mais je veux savoir vite fait. Ouais, vas-y. T'as-tu rencontré Rof? Ouais, bah oui, finalement. Ok, c'est ça. Donc, c'est quoi? C'est la deuxième fois que t'allais en France pour Exactement. Non. Quand la première fois avec Jeune Skis, je le rencontre. Ok. Je le rencontre. Grosse histoire qu'on ne pourra pas raconter ici, là, mais un jour, si vous avez Jeune Skis, il va vous la raconter. Oh shit. Mais grosse histoire. Mais pourquoi Jeune Skis peut la raconter, mais pas toi? C'est... On lui demandera. Ouais, demandez-lui, il va vous la raconter. Grosse histoire, Jeune Skis, il faut que tu la racontes. Mais c'est une histoire incroyable qu'on a vécue avec Ousni, avec Rof, dans la street. Et honnêtement, là, c'est... T'étais comme, damn, c'est real. Je veux rentrer, tu vois. C'était sérieux. Mais c'était mémorable. C'était mémorable. Jeune Skis va mieux vous la raconter. Il n'y a pas de souci. Et donc... pour le code de l'horreur? En fait, on l'a rencontré à ce moment. Il est venu nous chercher, nous amener sur les champs, resto, nous amener au cigare. Il est venu nous rechercher le lendemain matin. Mais c'est fou parce qu'il roule Merco, Brabus, ça vient de Düsseldorf. Il arrive à Paris, downtown. Nous, on restait au 5e arrondissement. Puis il dit, je vous attends à côté d'un monument. Là. Puis on arrive, puis il est en train de faire des... Il est prêt, là, tu vois. Il est juste en train de travailler ses jabs, tu vois. C'est un shadowboxing, là. Exact. Salut, Steve, on monte dans la voiture. On bouge au studio. Honnêtement, il nous a vraiment bien fait visiter Ça, c'est en 2008, donc l'album n'est même pas encore sorti. Il me fait écouter les prods, il me dit ça, je vais faire ci. Ça, cette chanson, je l'ai appelée Paris, ça va jouer au Parc des Princes, au Stade de France, quand le PSG joue. Tac, celle-là, faut que tu retravailles ci, faut que tu remettes la sirène. Celle-là, le film de Biggie, ils sont en train de le tourner, ils veulent le prendre. Repris de justesse. Exactement. Fait que là, finalement, t'es assis dans... As a young producer, tu capotes, toi, dans l'auto. Mais il faut que tu sois professionnel, cool. Right? Ouais. OK, ouais, lourd. Ben, au fond, t'es comme... Mais en dedans, puis ton boy Skis, es-tu comme... Lui, il est derrière. Puis c'est quand même... C'est aussi... Big shout-out, mais c'est rough, là, frérot. C'est une légende aussi. Puis je présume aussi avec lui le mauvais mot, la mauvaise attitude. Non, mais avec moi, c'était super cool. C'était toujours cool. D'ailleurs, dans le rap français, il y a 3 producteurs qui ont travaillé avec lui et Booba en même temps. Il y a moi, il y a Scred, le producteur de Aurel San. Puis il y a Fred Dudoué, qui avait travaillé sur Temps Mort et qui a travaillé avec Refusé. On est juste 3. Mais c'est toujours du respect, right? Professionnalisme. Moi, je suis pas dans leur truc. Moi, je suis juste un producer qui a du work pour les deux. Mais j'ai une très bonne relation avec Rof. Nos familles se connaissent, je connais ses enfants. Donc, la relation a grandi après. Puis, musicalement, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à grandir aussi, puis à comprendre comment la musique fonctionne ici. Donc, vraiment dope. Tu sais, je mentionne depuis le début aussi que tu es toujours bien entouré. Tu as toujours du bon monde, des bons noms autour de toi. Je sais qu'il y avait, je pense que c'est un producer aussi français, NKF. NKF, ouais. NKF, je voulais pas, I didn't want to say it wrong. Ça, c'est quelqu'un, je pense que t'es cool avec cette personne-là, puis il a produit des affaires légendaires. PNL, Damso. Puis ça, c'est-tu genre, lui, il a vu les moves que tu faisais, tu voyais les moves qu'il faisait, puis... Ça, c'est encore... C'est pour ça que je parle beaucoup de relationnel. Okay. Tu rencontres quelqu'un, il faut soit carré, soit respectueux, soit à l'heure, soit... C'est super important, en tout cas pour moi, en tout cas. Tu sais jamais qui va t'amener quoi dans la vie. Exactement. Fait que l'histoire d'NKF, puis il la racontera mieux un jour, là. Il décide de venir en vacances ici, avec sa famille. Et là, à l'aéroport, il réalise qu'il connaît personne à Montréal. Là, il texte
Scred. OK, ouais. Right. Et là, Scred lui dit, écoute, voici le numéro de Kujo, texte-le. Tu es en de bonnes mains. Parce que j'ai une relation avec Scred. Puis à ce point-ci, lui, il est quand même doing his thing, là, production-wise. Doing his thing. On est en 2018. OK, right? C'est ça. Ouais, il est au top, right. Booba. Puis lui, il vient ici strictement vacances. Donc là, il arrive, puis il me texte. Là, je dis, si ça vient de Scred, la famille, right. Fait que je vais le capter, je le fais voir la ville. Ouais. Un show, un autre show, dans la même soirée. Une petite soirée, une petite terrasse, un petit studio. Le MTL vibes. Chilling. Yeah. C'est quand même incroyable, right? Les gens sont cool, les gens sont tac. Incroyable. Donc, il se dit, c'est fou cette ville. Mais aussi de la vraie discussion. Ici, tu peux élever ta famille, les conditions de vie sont bonnes. 100%. Tu peux avoir accès à de la santé, c'est sécuritaire, etc. En gros, je fais l'office du tourisme. Et là, finalement, il repart à Paris, puis 3-4 mois plus tard, ils ont décidé de venir s'installer ici. Fait comme ça, la connexion s'est faite. Donc, son premier Noël, c'était à la maison, avec la famille. Wow. Fait pour moi, les relations, là, oui, c'est du rap, mais c'est vraiment des relations humaines qu'on crée. 100%. Et c'est ça qui va durer. La musique va un jour, tu vois, devenir truc, mais les relations vont durer. C'est comme ça qu'on a connecté, puis... Puis lui, il a continué à produire des gros artistes européens. Aujourd'hui, c'est lui qui mixe, master tous les titres de Booba qui sortent. Et que des fois, je vais chez lui, je sais même pas qu'il travaille dessus, puis le lendemain, c'est sorti, tu vois. Malade. OK, c'est dope. C'est vraiment dope, man. Yo, le parcours, il est impressionnant. Puis je sais que we can go on for hours and hours avec tout ce que tu as accompli dans la game, man. Mais c'est vraiment dope que tu as pris le temps de venir t'asseoir avec nous, man. Puis drop beaucoup de gems pour les gens. Moi, j'ai une autre affaire que je voulais te demander. Est-ce que des fois, tu te dis comme, yo, tu sais, on a mentionné que, disons, il y a des artistes français qui prennent des slangs, un peu le drip, les choses comme ça. Mais il y a du monde qui nous disent que musicalement, par exemple, they're not really checking for Montreal, puis ils sont pas sur ça vraiment. Est-ce que c'est, étant quelqu'un qui est quand même fait partie des deux côtés, est-ce que c'est un peu frustrant pour les artistes d'ici que t'es comme, man, il y a des gars qui ont du talent ici, puis pourquoi qu'ils don't pay attention? C'est frustrant, mais il y a plusieurs raisons. La France est un pays chauviniste, donc nous sommes les meilleurs. Les États-Unis aussi. Ouais. New York City, c'est le meilleur. Ouais. On ne veut pas écouter Atlanta. Right? Et le rap, c'est encore plus comme ça. C'est territorial. Right? C'est moi, c'est mon bloc, tu viens de quel hood, nanana. Donc, ça fait que même s'ils disent « Ah ouais, ok, c'est cool », en France, tout le monde rappe aujourd'hui. Il y a tellement de rappeurs. Pour eux, d'aller voir ailleurs, ça prend beaucoup. Moi, je crois que la recette, il y a plusieurs choses. Moi, je crois qu'un rappeur ici qui réussit bien peut réussir ici. Right? Y a un concept aussi qui est très fort aux États-Unis actuellement, qui peut exister, en fait, qui existe déjà dans le rap francophone, c'est le middle class rapper. Oui, 100%. T'es pas obligé d'être au top. Ouais, t'es pas obligé d'acheter une Bentley à chaque année. Tu peux quand même bien vivre. Tu peux générer 120 000 de revenus, right? Même en parlant de ta musique, c'est ça. Exactement. Tu vois. Oui. Tu sais, c'est un sujet qu'on parle des fois avec les artistes, puis il y en a souvent qui me disent, ben non, man, you could live and be good, tu sais. Un petit modèle d'affaires, très simple, un peu de merch. Tu peux faire quelque chose. Je crois qu'ici, le game commence à se développer. L'obsession d'aller en France, oui, je crois qu'il faut maximiser ici. Maintenant, pour ceux qui veulent se faire entendre en France, je crois qu'il faut y aller physiquement. Ouais. Tu vois, faut y aller, faut aller vivre là, 6-7 mois. Le relationnel. Tu vas construire du relationnel. Paris, là, c'est comme ici. Right? Tu vas sortir, puis tu vas rencontrer... Exactement. Ray sur le corner. Tu vas rencontrer tel producteur. Et là, demain, vous allez être en studio, puis les relations vont se rencontrer quelqu'un, tu partages un verre avec quelqu'un, puis la relation se crée, tu vois. Exactement. Donc, moi, je crois qu'il faut y aller. Faut pas rester ici et puis penser qu'ils vont pick up. Faut y aller, faut rester là. 6-7 mois, faut grind, faut hustle, faire des économies, tu y vas. Tu reviens, peut-être ça n'a pas porté fruit, tu repars encore, tu reviens, tu repars. It's a lot of work, man. Mais les artistes qui ont réussi, c'est ce qu'ils ont fait. Zaro, 100%. Tout ça, ils sont allés plusieurs fois, puis à un moment donné, ça a pick up. Ouais. Moi, je crois que c'est la prochaine étape pour... Et l'autre chose que ça va faire, c'est que ça va te dire si artistiquement, t'es fort ou pas. Parce que là, tu vas te mesurer à des gens, tu vas te dire, OK,
tu vas être en studio. Ouais, il y a des rappers sur tous les coins là-bas. Là. Puis c'est comme, là, tu vois que le niveau, là, il faut que tu work on your craft. Ça ne peut qu'être positif. Donc, économise un peu d'argent, tu vas là, prends un petit boulot à côté, tu couches dans le couch man. Do what you gotta do, man. Puis tu grind, là, dans le fond. Avec, Living the dream, man. Exactly. I respect it, man. Est-ce que tu es plus rap parisien ou rap marseillais? Parisien. Yeah. Ouais. Juste savoir. C'était dans ma liste de questions. Parisien. Shout out à Marseille, donc. Mais ouais, shout out tout le monde à Marseille. Mon premier plug est venu de Marseille, donc. Exact, okay, exact. Yo, shout out tout le monde qui écoute, définitivement. Merci encore d'être passé, man. Vraiment beaucoup de gems pour le monde qui ont écouté l'émission. J'espère que vous avez vos cahiers Canada. You know what I'm saying? Take notes, parce que c'est quelqu'un qui a quand même un track record. Puis, comme je dis, tu restes très humble, mais nous, on est là ici pour pop ton collar un peu. Oui, puis tu vois, comme l'accueil que tu as donné, par exemple, à NKF quand il est arrivé ici, c'est immense. Tu vois, je pense que c'est... Et je suis sûr qu'il y a d'autres gens qui le font, puis je suis sûr que tu l'as fait pour d'autres personnes aussi. 100%. Mais c'est important pour nous d'être capable de créer notre propre écosystème. Puis même quand tu as dit, je t'ai demandé si tu faisais écouter les rappers d'ici, tu sais, comme indirectement, c'est sûr qu'il y a des moves que tu as fait qui ont contribué à l'expansion du rap d'ici. So it's definitely quelque chose qu'il faut souligner puis qu'on respecte ici au podcast. You know what I mean? Un point que je voulais aussi ramener vite fait, on parle beaucoup, est-ce que le rap montréalais est écouté en France et tout, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer peut-être depuis ces dernières années, c'est qu'il y a beaucoup de gens professionnels de la France qui viennent s'établir ici, qui voient un intérêt. Alors, est-ce que tu penses que Montréal est la place où être en ce moment, peut-être dans un côté rap francophone? Ben, ils disent que c'est la prochaine Belgique, tu vois, des fois, ils vont l'appeler comme ça. La distance est encore un obstacle. Ouais. C'est pour ça que je dis, il faut y aller souvent. J'ai hâte que les frontières ouvrent, parce que, businessment parlant, si tu n'y es pas, c'est un peu complexe. Ça change les choses, ça change la dynamique. Loin des yeux, loin du cœur. Donc, faut y aller. Quand ça va ouvrir, là, j'encourage tous ceux qui sont dans le game et qui veulent faire des choses là-bas, d'y aller. Nous, on a des projets d'amener des artistes là-bas, de faire des tournées 3, 4, 5 dates. Parce qu'on doit y aller, parce que si on y va, moi, je suis persuadé qu'on peut démontrer. Inch'Allah, man. Nous, justement, on en parle, puis c'est quelque chose, tu sais, on va être là à la regarder. Puis tu as beaucoup de Français qui viennent aussi ici. Exactement. Et qui pick up la musique d'ici et qui l'amènent découvrir à leurs amis aussi là-bas. Exactement. Donc, je pense qu'il y a un groundwork qui est en train de se faire en ce moment, puis qu'on va voir payer ses fruits dans les prochaines années, qu'on va comprendre. Parce que vite fait, pour un artiste, par exemple, tu es ici, tu fais ta sortie au Québec, tu fais tes tournées, mais ensuite, si tu décides de te booker un billet pour aller en France, puis commencer à te faire un press, tu commences à te faire un round de show et whatever, je suis sûr que tu peux aller chercher une très, très, très bonne somme qui peut t'aider. Là, tu reviens ici, tu n'es pas obligé de remplir des Bercy ou des Zénith. La première fois quand tu vas, il ne faut même pas regarder la somme. Il faut regarder le capital social que tu vas gagner. Exact. Donc, c'est quoi les connexions que tu as fait? Est-ce que Social equity. Est-ce que son carnet d'adresse a augmenté? Est-ce que quand tu appelles, est-ce qu'ils répondent? Est-ce que quand tu textes? Si tout ça c'est check, tu as un capital social qui va devenir un capital financier. Big words, dans quelques 100%. Faut vraiment... Je sais que dans le rap, on aime ça quand le bag tombe tout de suite, mais il faut comprendre que c'est une business. Si on se lance aujourd'hui dans une business on fabrique des puces d'ordinateur, on va commencer doucement, puis on va pas dire on va vendre 1 million la première année tout de suite. On va comme faire un peu de groundwork. Fait qu'il faut le faire. C'est dur, mais faut le faire. Souvent, dans le rap, on veut l'éviter parce que on veut le bag tout de suite, on veut la reconnaissance tout de suite, mais faut y aller. Ça se peut que tu fasses kiff-kiff, ça se peut que tu sois moins, mais c'est pas grave. Mais des fois, il faut que tu mettes l'investissement. C'est quoi ton capital social? Est-ce que si je texte, si j'écris WhatsApp à telle personne qui travaille à Skyrock, est-ce qu'il me répond? Si oui, ça vaut plus que 100%, 1000 euros, là, tu vois. Parce que si tu nurtures cette relation, ça peut durer 15 ans. Ça, c'est un capital social. Ça, c'est le mot de la journée aujourd'hui au podcast. Et le relationnel. Oui, le relationnel. Travaille fort là-dessus. On va faire le One's Gotta Go. Yeah. So, before we go, on fait une petite affaire. C'est plus des questions rapid fire. On va commencer avec le One's Gotta Go. Je te nomme 4 artistes, 4 choses, 4 producers.
One's Gotta Go. Après, tu me donnes ton top 3. J'ai des jokers? Mais non, il n'y a pas de joker ici. Là. So, très rapide. Dr. Dre, Timbaland, Kanye West, Pharrell, One's Gotta Go. Timbo. Timbo's Gotta Go? Ouch! I know, man. Il fallait Il y a que du je monde qui choisisse. mettrait numéro 1 dans cette liste. Il fallait que je choisisse. OK. Puis si je te dis top 3, Dre, Kanye, Pharrell. Dre. Dans mon style, Ouais. ça va être Kanye et ensuite Pharrell. Mais même si Dre, ça fait quand même... Ça fait longtemps, mais c'est légendaire ce qu'il a fait. C'est comme Quincy Jones. C'est là. C'est le ça out Quincy there, Jones tu vois. du rap. T'écoutes aujourd'hui, puis ça fait du sens encore, tu vois. Avec, Facts. He is the Quincy Jones of rap. OK. Une couple d'autres questions rapid fire. Beyoncé ou Aya Nakamura? Honnêtement, Aya Nakamura. Yeah. Nice. Elle vient de faire la couverture de Forbes. Wow. Ouais, c'est lourd, là. Non, c'est incroyable. Non, Shout out, it shout out is. Aya Nakamura. Salute to her. T'as jamais travaillé avec elle? Non, mais Hey, man, we're si tu nous écoutes... throwing it in the atmosphere. All right. Moi, je Fini. trouve que Beyoncé est overrated, man. Ouh! les Beehives vont Mais moi, je venir trouve t'attaquer, bro. mais moi, je trouve que Jay-Z est overrated. You know what I'm saying? There you go. C'est qui a dit ça, tout ça? C'est Trick Daddy. Trick qui a dit Daddy. ça. Puis je les share. But anyways, we're not going to get into all that right now. On va pas rentrer dans tout Vous ça. n'allez pas être invité au White Party. Là, Ouais. Au Rock Nation- Nation Brunch. It's okay, I'll pass. Anyways, on va continuer. Fini la phrase. Pour connaître le son de Kujo, il faut écouter cette chanson. Ou tu peux me donner jusqu'à 3 tracks que tu as produits. Il faut écouter Paris de Raph, du Beef de Booba et Damondel de Jul. Dope. Yeah. That's a good 3 right there. OK. Je fais un choix. Une bonne vieille poutine ou classic foufou? What does Kujo go for? Classique foufou. Ouais. Ah ouais, hein, gotta keep it home. Classique OK. foufou. Ouais. OK. Fini la phrase. J'ai toujours voulu faire un beat pour... Ouais. Honnêtement, il y en a tellement beaucoup, mais un seul. Je peux faire rap français, rap américain. Bien sûr. Sure. Rap français, je te dirais Orelsan. Oh. Ah. Et rap américain, Cameron. Cameron, I like that pick. Ah ouais, pourquoi Cameron? Moi, on était, je sais pas pour les autres là, mais je sais que moi et Triple Impact, on était les premiers à fuck avec Dipset, Heavy, 2002. Ouais, J'achetais ouais, toutes les ouais. mixtapes. Il y avait beaucoup de mixtapes qui circulaient ici à Montréal. là, Diplomats même dans le 1, 2, mais je les achetais Ouais. à New York, je revenais Ah, ok. avec. Dipset, pour moi, c'est incroyable. C'est un mouvement incroyable. Killer Cam, c'est incroyable. Jewels, le mouvement, le Moi, jusqu'aujourd'hui, Cam, là, même l'histoire, quand ils racontent comment ils ont pris des bureaux dans Def Jam, Ouais. ils sont arrivés, puis ils ont vu des armoires vides, Ouais, un ils ont garde-robe. comment enlever le garde-robe, Ils ont mis des téléphones. ils ont mis un téléphone, Ouais. ils ont mis un réceptionniste, modèle d'affaires incroyable. So, j'ai toujours voulu faire un beat pour Killer Cam. Et quand je vais à New York, dès que je descends de l'aéroport, je prends le métro, je vais à Harlem direct. Tu vois. Ah, je vais ouais. sentir le 125th. Yeah. Tu vois, que pour moi, That's crazy. OK, ouais. Moi, j'ai vraiment aimé une petite parenthèse quand que sur le J. Cole, je sais pas si t'as entendu, Killer Cam, il y a une intro, genre Ouais, sur une de ouais, ses ouais, tracks, ouais, j'étais comme, ouais, oh, ouais. c'est trop classique. C'est vraiment incroyable. dope. OK, c'est un ou l'autre. Talent ou discipline de travail? Discipline de travail. Ouais. Over talent, hein? Non, ouais, c'est ça. Moi, je garde discipline de travail. Ouais. Ouais, Over hein. talent. Ouais. OK, OK. De loin. OK. Pourquoi de loin? Parce J'aime bien- que le travail outweighs toujours le talent. Facts. Le travail va toujours dépasser le talent. Toujours. On le voit dans le sport, on le voit dans la musique, on le voit à l'école. Je suis d'accord. Right? On a tous connu quelqu'un qui était super talentueux aux études, mais... C'est un chiller. Right? Non, je suis d'accord. OK. Fini la phrase. Le dernier projet que j'ai bump beaucoup, c'était... Projet de culture. Yeah, man. Smart- Face B maintenant Smart disponible. Guy. Disponible maintenant sur toutes Yes, les sir. plateformes. OK, puis maintenant, un dernier choix que je vais te demander. Si tu aurais le choix d'organiser un festival, puis tu as accès au top des deux, est-ce que tu ferais rap français ou tu ferais afro?
Rap français parce qu'ils font de l'afro. Oh là là. OK. Mais c'est sûr tu t'incorporais de l'afro là-dedans. Bah, on va faire une programmation en conséquence, tu vois. On invite les gars, ils font tous de l'afro de toutes les façons, tu vois. Maintenant, c'est rendu ça, oui. vraiment. Mais maintenant, l'afro, c'est la musique urbaine. La Zumba, tu vois. Mais non, rap français parce que moi, je crois que ça... Et parce qu'on pourra mettre le rap keb aussi là-dedans, tu vois. Big facts. Oh, yeah, I respect it. Yeah, man. Definitely. Yo, man. Merci d'être passé. Merci pour toutes les contributions que tu as faites dans la game, man, parce que ça fait longtemps que tu put in work. Puis comme que je dis, man, if you're gonna be humble, we're gonna pop your collar for you. Let it be known que le travail que tu fais, il doit être souligné, man, puis on le respecte ici au podcast, man. J'apprécie. Merci de m'avoir invité. Plaisir, bro. Ça faisait longtemps qu'on voulait le faire, là. Donc, big facts, big facts. c'est fait, puis ça m'a fait plaisir. Yes, sir, man. Much love. Vous savez où est-ce qu'on est, man? On est au Hidden Showroom. Merci de m'avoir fait vibe sans le savoir vraiment, hein, parce que je regarde... ton tracklist, bro, c'était à une époque où j'écoutais le rap français. Donc, savoir que c'est toi, c'est derrière un peu les classiques de Ruff et Booba et tout, là, c'est bro. Spécial, c'est très spécial. For real, man. Merci encore une fois, man. Comme je dis, on est au Hidden Showroom. Yeah, Shout out my boy Bodo. Holler at him pour un rendez-vous. Shout out Bodo, man. Yo, définitivement, man. Allez checker l'épisode 200 Visions avec mon boy Kujo, you know what I mean? Yeah. Shout out Smoke Signals. They got us right every week. Allez checker les contests sur leur page Facebook. Smoke Signals. Shout out Rare Drink. You know who we are, man. C'est le podcast. Yes, c'est votre boy J7. C'est votre boy le 11. And we out like that. Peace. Oh shit, yo le pa pa pa. Ok.